Moi, il m'est arrivé un truc très étrange, hein. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais en 2008-2009, j'ai contracté une espèce de maladie. Je dirais une maladie, c'est pas un mot de maladie, mais j'ai perdu ma langue. J'ai perdu mon français, en fait. Je n'arrivais plus à parler français. Et très souvent, il m'arrive des longs moments comme ça où je ne trouve plus mes mots en français. Où tu vois, je vais m'exprimer très mal, ou je vais faire des fautes de français que je ne fais absolument pas. Enfin, toi, tout d'un coup, c'est comme si la langue me fuyait, tu vois. Et ça correspond, ce symptôme, entre guillemets, m'est apparu au moment de l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Au-delà de ce côté complètement populiste et putassier de cette proposition de loi, ce que ça racontait au final, c'est la précarité de notre appartenance à la citoyenneté française. C'est-à-dire que je veux dire, c'est comme s'il existait, et, enfin, quelque part, il nous disait, le président de la République disait de façon totalement solennelle qu'il existait dans ce pays des gens pour qui la nationalité française n'avait pas tout à fait la même teneur et n'avait pas tout à fait la même valeur. Et à partir de là, je t'assure qu'il y a eu une espèce de fracture. J'ai vraiment ressenti une espèce de fracture intérieure et psychologique, mais vraiment, tu vois. Une aphasie, une impossibilité de parler, une impossibilité de manier... Non, mais en fait, ma langue m'a fui. Et vraiment, je ne pouvais plus parler français, j'arrivais plus à m'exprimer en français. Enfin, tu vois, j'en ai même parlé, je te jure, avec un psychanalyste. C'était vraiment un truc très... ça a été très marquant. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas à ma place habituelle. Non, je ne me suis pas trompée de siège, ni de micro, ni d'heure pour le quiz. C'est bien moi qui aurai l'honneur de conduire cette émission pour la toute première fois à l'animation. Alors, heureuse Très heureux. Bon, après tu dis l'heure, c'est pas l'heure du quiz, on est presque à l'heure du quiz. Finalement, c'est pas mal. En tout cas, moi, j'ai une petite pensée pour notre cher Jonathan, qui m'avait fait promettre, il y a à peu près 1 an, d'animer un jour. Voilà, Jo, c'est chose faite, tu peux revenir maintenant. On te réaccepte. Tous les mercredis, vous le savez, on se retrouve pendant 1h30 pour débriefer l'actu ciné de la semaine. Pour ce faire, j'ai ce soir à mes côtés une équipe incroyable. Vous savez quoi, je n'aurais pas pu rêver mieux pour m'accompagner pour ma première. Les autres, vous le prenez comme vous voulez. Simon est bien sûr présent pour commencer. Salut grand Manitou, pas trop stressé de me laisser les rênes? Ah non, j'ai entière confiance en toi. Je sais que ça... t'es le seul. Tu vas gérer. Merci. Clara est également présente sur le plateau. Je suis ravie de te revoir, Clara. On travaille au même endroit, mais malgré tout, on se voit pas souvent. Non, mais c'est vrai. Tu vas bien? Oui, ça va super, et toi? Bah ça va, écoute. Comme un premier jour où j'anime, quoi. Comme un poisson dans l'eau. En face de Clara, nous retrouvons notre bon Florent qui change de casquette toutes les semaines en ce moment puisqu'il nous a préparé de sacrées news. Ça va, la forme? Ça va, je suis très très heureux d'être là pour ta première. Ça me fait plaisir. Enfin, Gauthier, toujours fidèle à l'émission, complète la team. Ça va Gauthier, prêt à gagner le quiz parce que Margot, elle compte sur toi. Hein. Oh putain, elle remet la pression. Il n'est pas prêt en direct. Non, franchement, il n'est pas prêt. Non, mais je suis pas bien. Je suis très content d'être là ce soir. Super. À la réalisation de l'émission, on retrouve Cédric ainsi qu'Alexandre à la vidéo. Salut vous deux.
Bonjour, allez, fais des petits coucous. Ils ne répondront pas. Si, m'ont fait coucou. Ouais. Vous aurez peut-être reconnu la cinéaste présente dans la scène de la semaine. Il s'agit d'Alice Diop, dont le nouveau film est au programme des débats de ce soir. Je vous ai ainsi choisi une séquence de Marianne Noire, de Mamé Fatou Niang et Katia Nelsen, présentant beaucoup de témoignages de femmes, dont celui de la cinéaste. Certains ou certaines l'ont peut-être vu autour de la table. Est-ce que vous voulez en dire un petit mot ? Jamais vu. Pas vu non plus. Super. Eh ben, il est disponible à la location sur leur site, si vous voulez le voir. Ça vaut le coup. Bah, on peut se rattraper ça, ouais. Absolument. Ce soir, il sera donc question de 3 films: Bones and All de Luca Guadagnino, She Said de Maria Schrader et Saint-Omer d'Alice Diop. Donc, nous recevrons également en interview Harrison Delcro, co-créateur du jeu Faux Culte aux côtés de Marion, qui nous parlera de la jeunesse de leur jeu de société porté sur le cinéma. Une interview co-réalisée avec une autre émission estampillée Radio Campus Montpellier, spécialisée dans les jeux de société. Je parle bien sûr d'Amusez-vous bien, animée par Gaëlle, chroniqueuse de The Cinema Show. On est une grande famille. Depuis 15 ans, quoi. On l'a pas revu depuis 15 ans. Oui, mais c'est la famille quand même, voilà. Restez jusqu'à la fin, d'ailleurs, on a une petite surprise pour les fidèles auditeurs et auditrices de TCS. En fin d'émission, Simon retrouvera ses premières amours et animera le quiz, et vous pourrez alors toutes et tous vous rendre compte de l'imposture que je suis, tandis que nous terminerons, comme le veut désormais les traditions, par les recos de l'équipe. Sans plus de cérémonie, Florent nous attend avec des scoops tout frais. C'est donc parti pour les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Et on commence par le mercato, mais qui cette semaine n'en est pas vraiment un, Florent. Oui, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent sur le marché cette semaine, mais des... Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Si, il y a drap. Bon, il y aura drap plus tard. Mais des rumeurs circulent et on commence avec James Bond qui pourrait peut-être avoir trouvé sa nouvelle incarnation à la personne d'Aaron Taylor Johnson. Selon le tabloïd anglais The Sun, l'acteur aurait participé à un test top secret, une audition filmée pour caster le futur 007. Il se serait ainsi hissé au sommet de la liste des favoris, les producteurs de la franchise l'ayant trouvé très convaincant. Et pour continuer dans ce petit mercato, parlons de Zorro et de son célèbre interprète Antonio Banderas, qui a déclaré vouloir passer la main si un nouveau projet de film autour du héros masqué était annoncé. Quant à l'idée de son potentiel successeur, l'acteur espagnol propose le nom de Tom Holland, ce qui est vraiment hyper original. Il déclare à son sujet « J'ai fait Uncharted avec lui et il est sacrément fun et bourré d'énergie. Il a aussi cette étincelle. Pourquoi pas ?» Et pour rappel, une série Zorro va bientôt sortir avec Jean Dujardin dans le rôle titre. Alors, laquelle de ces rumeurs vous hype le plus ? Ou aucune des deux ? Non mais là... c'est vrai. Non, mais Aaron Taylor Johnson en James Bond, oui. Je le vois bien dedans. Par contre, c'est assez drôle parce qu'on parle depuis des années d'ouvrir James Bond à peut-être soit un acteur noir ou un acteur homosexuel ou quoi. Et finalement, là, on reste dans du classique avec Aaron Taylor Johnson. Donc, mais en tout cas, il a une bonne gueule pour, et je trouve qu'il avait beaucoup de charisme d'ailleurs dans Bullet Train. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il irait contre les pronostics, parce que justement il y avait toutes ces questions de vraiment changer l'identité du personnage qui arrivait, et puis là ce serait comme un retour en arrière. C'est toi, Marie. La semaine dernière, en fait, je savais pas combien de temps durait la transition, c'est pour ça. La semaine dernière, nous évoquions rapidement la mise en examen de Sofiane Benasser, l'une des têtes d'affiche des Amandiers. Et je vous propose d'en reparler puisque la réalisatrice du film, Valéria Bruni-Tedeschi, s'est exprimée via un communiqué de l'agence France Presse pour dénoncer le lynchage médiatique que Sofiane Benasser aurait subi, notamment via un article de Libération vendredi dernier. Je cite « J'ai voulu que Sofiane Benasser soit l'acteur principal du film, malgré des rumeurs dont j'avais connaissance. Plus tard, nous avons eu connaissance du fait qu'une plainte avait été déposée. Le tournage ayant commencé, il était juridiquement inenvisageable pour les producteurs de changer d'acteur. Pour ma part, j'avais depuis quelques mois appris à le connaître. Sofiane dans le travail et notamment pendant la longue période de répétition, et à être tout à fait confiante sur ses qualités humaines. Lorsque l'on filme quelqu'un, on voit qui on a en face de soi. Je suis ce matin indigné qu'un journal comme Libération puisse piétiner à ce point la présomption d'innocence, donner honteusement en spectacle cette affaire et mettre en première page la photo d'un jeune homme avec du sang sur la main. » Alors, des réactions autour de la table sur... Moi, je suis surprise qu'elle dise qu'elle l'avait embauché alors qu'elle avait déjà connaissance des rumeurs, mais en même temps, c'est son compagnon, donc...
En fait, je trouve ça, tout est bizarre, je trouve, dans cette histoire concernant Valérie Bruni-Tedeschi. Il y a aussi Carla Bruni-Sarkozy qui avait réagi. Clara, elle est là. Elle est juste là. Désolée, Clara. Qui a, pareil, poussé un coup de gueule sur la présomption d'innocence. Tout est bizarre, je trouve. Le problème, je trouve, avec la présomption d'innocence, c'est que en fait, il faut juste ne rien dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est de dire il y a la présomption. C'est en fait potentiellement les victimes peuvent se sentir heurtées de vouloir défendre un gars, alors qu'il suffit juste de si tu veux vraiment respecter la présomption d'innocence, ne rien dire. Alors après, mettre Libération qui met en une photo où il a du sang sur la main. Du film, j'imagine. Voilà, du film. Bon, pas le plus judicieux non plus en termes de représentation. Bon, voilà, mais voilà, présomption d'innocence en général. La présomption n'empêche pas d'informer et de mettre en garde pour protéger les gens. Voilà, souvent on confond les deux. Bien sûr. Mais c'est marrant que du coup, ça soit tu vois, ce film-là, il y a eu un truc, vraiment, on en parle, et notamment avec ce gars-là, tu vois, on le disait la semaine dernière, les Césars direct l'ont viré de sa liste des révélations, alors que bon. Il y en a un, il était dans la liste pendant longtemps. Il l'a même eu, et il les a vus, C'est assez surprenant. Bon, peut-être que les choses changent un peu. Ils font un monde honorable, peut-être. Ouais. Oui. Après, ils se disent que c'était quelqu'un de plus simple à descendre. Oui, ça c'est évident. Il n'était pas encore connu, Sofiane Benasser, donc voilà. Je sais qu'il y a aussi certains cinémas qui ont déprogrammé du coup les amandiers. Ouais, puis ils disent. Ah oui. Ils avancent que on peut plus programmer le film dans le sens où avec cette actualité-là, on peut plus le voir de la même façon, quoi, le film. Donc, bon. Mais bon, je suis sûr que c'est ces mêmes cinémas-là qui passaient J'accuse aussi. Donc, bon. Et déjà, on en parlait la semaine dernière. Déjà, on le voyait différemment. Enfin, Sofiane Benasser, on connaissait pas l'histoire et pourtant. On le voyait différemment et en même temps, son personnage dans le film. Voilà, c'était lui. Il était tendancieux aussi. C'était le plus gros défaut du film, son personnage en plus. Voilà, c'est ça. Donc finalement, tu veux un nouveau montage sans son perso. Il n'y a plus de film, non, à ce moment-là. Le film 20 minutes. Le film serait mieux. Bon, voilà. Mais je pense qu'en tout cas, on évoquera peut-être plus la question Sofiane Benasser dans l'émission. Et on clôture ces news en faisant un tour du côté des salles obscures américaines. Et est-ce que l'échec d'un film en salle aux États-Unis annonce forcément ce qui va se passer chez nous ? On ne sait pas, mais en tout cas, on peut noter la contre-performance de 2 films événements. Tout d'abord, celle d'Avalonia, le prochain Disney, qui a récolté 18,6 millions de dollars durant la période de Thanksgiving, à savoir 5 jours fériés du mercredi au dimanche qui sont toujours un créneau très important pour les films grand public. Le long métrage sortira chez nous sur Disney+. Deuxième échec, celui de The Fabelman de Steven Spielberg qui, malgré son budget de 40 millions de dollars, n'a eu le droit qu'à une sortie limitée à 600 salles contre 4500 salles américaines pour les grosses sorties habituelles. Le film a cumulé moins de 4 millions de dollars en une semaine et sera très probablement le plus gros flop de sa carrière. Alors, est-ce que vous pensez que le succès sera un peu différent en France ? Est-ce que les films feront un peu plus événement qu'aux États-Unis ? Déjà le Disney sur Disney+, voilà, OSEF quoi, ça va faire comme ça va faire comme certains films qui sont sortis sur Disney+, comme Alerte Rouge en début d'année. Alerte Rouge, ou même l'année d'avant, il y avait quoi Raya, voilà, le dernier dragon. C'est vrai qu'il y en a plein qu'on a oublié. Clara l'a fait un. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est sorti. Ça existe. Il y avait même Lucas aussi. Ouais, qui est parti sur Disney+. Même Pixar, si on en a un peu plus entendu parler. Oui, mais Alerte Rouge aussi, c'était Pixar. Mais après, par exemple, Encanto a eu une seconde vie sur Disney+. Parce que du coup, il y a eu notamment le succès de la chanson. Oui, mais en même temps, il est resté hyper longtemps au cinéma aussi. Je te rappelle, il y a encore 2 mois, je crois, il était dans quelques salles. Donc, il a eu un succès sur la longueur. Mais Fabelman, faudrait que je compare en fait par rapport aux autres productions Spielberg, mais qui sont un peu comme celle-là, Pentagon Papers, par exemple, des trucs comme ça, parce que 4 millions de dollars, c'est ça récolté ? Oui, alors c'est le score le plus bas depuis, de sa carrière. Alors qu'il avait fait en sorte d'avoir une sortie limitée même au tout début, je crois, juste sur New York et Los Angeles pour essayer de capitaliser, parce que ça marche beaucoup comme ça aux États-Unis pour lancer une hype et tout. Mais c'est que la hype, elle a pas été lancée, quoi. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, je pense. Spielberg ne fait plus vendre. Le nom Spielberg fait vendre pour une communauté de cinéphiles, mais pour le grand public, ils s'en foutent un peu de Spielberg. Ils vont avoir des références de Jurassic Park, des vieux films,
Mais même l'année dernière, West Side Story n'a pas fait tant d'entrées que ça et ça a été assez moyen dans le box-office. Non, clairement. Après, il a été quand même bien. Il a été nommé aux Oscars, aux Golden Globes. Oui, il a été nommé, mais c'était pas un super succès. Mais j'ai l'impression que c'est plus gage d'attirer des gens en salle quand même, les prix de moins en moins. Enfin, c'est partie d'une dynamique globale. Ouais, de toute façon, après, surtout qu'aux États-Unis, les prix arrivent souvent après qu'ils aient été diffusés, c'est les vrai. films. Donc, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Gauthier. Spielberg ne fait plus rêver beaucoup de monde. En tout cas, le très large public. Parce que même quand il a fait un gros blockbuster, Ready Player One, est-ce que ça a marché en salle ? Ça a quand même marché, ça a eu un petit succès. Ça a eu un petit succès. C'était un de ses derniers gros succès. Ouais. Bah, go dans les salles en France pour pallier le manque. Ouais. De toute façon, exactement. Je pense qu'il aura quand même aux Oscars en début d'année prochaine. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et à Valonia, il sera aussi pour les films d'animation, il n'y a aucun problème. Merci Florent pour ces magnifiques news qui sont maintenant terminées. Passons sans plus tarder au débat de la soirée. Ce soir, l'équipe et moi-même allons débattre de 3 films, Bones and All, She Said et Saint-Omer. Et c'est le grand retour de Luca Guadagnino au cinéma. Évidemment, il s'accompagne de son ami Timothée Chalamet pour nous proposer Bones and All 5 ans après Call Me By Your Name. Mais l'alchimie est-elle toujours au rendez-vous ? Réponse après la bande-annonce. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? We kill the flame. You don't think I'm a bad person? All I think is that I love you. You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. But you pull on one little thread and... I'm ready. My lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. You want it darker? We kill the flame. Maybe love will set you free. Bones and All. Au cinéma, le 23 novembre. Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l'embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l'Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d'une société qui les considère comme des monstres ? On retrouve au casting Taylor Russell dans le rôle de Maren, Timothée Chalamet évidemment dans le rôle de Lee, mais également Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloé Sevigny et une petite apparition de David Gordon Green. J'espère que c'était pas dans le quiz. Non, c'était pas dans le quiz, attends, c'est au générique. Si en vous fait, quand j'ai lu lire, l'info, je me suis dit ça pourrait. Moi, je l'aurais mis. Ah, voilà, tu l'aurais. c'est pour ça. S'il était dans le film, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Gauthier, je brûle d'entendre ce que tu en as pensé. Je me sens visé parce que j'ai l'impression que autour mais je ne suis. te sens pas visé, tout va bien. Mais non, dis-nous. Ouais, mais écoutez, je vais me faire battre. Mais non. Je sais pas ce que j'en ai pensé, moi. Tu sais pas ce que tout le monde en a pensé. Oui, bah je sais la place où tu l'as mis. Bah ouais, mais bon. Ouais. Oui, mais il y a un film qu'il a pas mis du tout dans le top. Donc tu sais, ça va. Bon, du coup, c'est le deuxième film que je vois de ce réalisateur. J'ai vu que Call Me By Your Name avant. Et du coup, j'ai essayé de faire le lien entre les deux. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il essaie de faire un peu une synthèse de plusieurs films en même temps. Par exemple, dans Call Me By Your Name, c'était un peu la synthèse de l'Italie, c'est le pays de l'art, de la romance, etc. Et là, il s'attaque aux États-Unis. Du coup, il va traiter le road trip. Il va traiter... il y a des références, par exemple, au film de Terrence Malick, j'ai oublié le nom, Balade sauvage. Ouais. La couleur du ciel, ouais, tout ça. La photographie, et même que ce soit deux jeunes qui font des drames autour d'eux, mais qui s'enfuient au bord d'une voiture. Voilà. Le road de movie, encore. Voilà, le road movie. Finalement. Et du coup, ça fait un peu une carte postale, je dirais, de l'Amérique. Il fait une synthèse de plusieurs films en même temps. Et bon, il y a quelques défauts. Je trouve le film un peu trop long. Il y a un moment où je me suis un peu ennuyé. Et à la fin, même tout le long du film, ils essaient de mettre en place un antagoniste. Et à aucun moment j'y ai cru. Je le trouve un peu
raté, je le trouve caricatural et pas très intéressant. Je trouve que le duo d'acteurs se débrouille pas trop bien. Timothée Chalamet... Pas trop bien. Pas trop mal, pas trop mal plutôt. Ouais. Pas trop mal, je me suis... Non, pas trop bien. Non, pas trop mal. Ils sont vraiment nuls, quoi. Non, je trouve que ça marche plutôt bien entre ces deux-là. J'ai oublié le nom de l'actrice. Taylor Russell. Elle a joué dans quoi d'autre Oh là là, j'ai pas fait mes devoirs. Passe l'école. Allez, tout de suite. On va chercher ça tout de suite. Je suis pas sûr qu'elle ait joué dans grand chose. En fait, pour moi, c'était un parce que c'est la première fois que je la vois et je trouve que elle se débrouille bien et je suis curieux de voir ce qu'elle va faire plus tard. Elle était dans les trucs genre Escape Game, là, les films Escape Game, là, ouais. Bon bah voilà. Sinon, la série Perdue dans l'espace. Sur Netflix, je crois que c'était ça. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un film, je parlais du road movie, tout ça, qui mélange assez les genres, j'ai trouvé. Parce que moi, j'ai pensé plutôt à Chloé Zhao qu'à Terrence Malick, en fait, quand je voyais ces beaux paysages, ces couchers de soleil. Mais d'un autre côté, parfois, j'ai l'impression d'être dans un Lars von Trier. Ou un Mike Flanagan, quoi. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, parce que ça traite du cannibalisme, quoi, ce film. Tout à fait. Oui. Une thématique qui me dégoûte au plus haut point. J'ai pensé à toi en voyant le film. Bah oui, j'imagine. S'il y a bien une thématique qui me dégoûte dans toutes ces thématiques horrifiques, c'est ça. J'ai beaucoup de mal. Mais bon, c'est personnel. Mais c'est une thématique qui est censée être métaphorique. Disait Luca Guadagnino, c'est métaphorique de tous les rejets qu'on peut faire de certains marginaux dans la société. Et il faut pas le voir au premier degré. Ouais, parce que c'est vrai que dans le film, ça fait un peu genre, y a un côté un peu mystique, quoi, autour de ça. Se sentent, ils arrivent à se retrouver. Et on n'a pas vraiment de résolution, on n'a pas d'explication de qui sont-ils vraiment, en fait. Alors qu'on est dans un film plutôt très ancré dans le réel, à part ce côté cannibale qu'on voit pas toujours. Mais de fait, il disait qu'il voulait que ce soit le plus réaliste possible et le plus simple possible dans les plans. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté assez onirique. Mais c'est pour dénoncer le rejet de tous les marginaux en général et des gens différents. Est-ce que ça a marché selon vous? Est-ce que vous croyez que c'était juste pour faire une histoire d'amour entre Timothée Chalamet et Taylor Russell? Peut-être au fond c'est ce qu'il voulait, on sait pas. Moi le film je l'ai bien aimé, je l'ai préféré d'ailleurs à Call Me By Your Name que je n'aime pas en fait, voilà, pavé dans la mare. Ça c'est dit. Mais je l'ai suffisamment dit en vrai, donc je pense que les gens le savent, ceux qui suivent bien l'émission. Mais ouais, j'ai préféré ce film là parce que déjà il y a moins le côté intellectuel, trop intellectualisé de Call Me By Your Name où il y avait des citations toutes les 30 secondes, même si là il peut pas s'empêcher quand même de mettre dans les mains des personnages plein de bouquins qui sont en train de lire et tout. À un moment il lit Seigneur des Anneaux peut-être ou quoi. J'ai pas réussi à lire le titre, mais c'était Tolkien. Mais ouais. Mais du coup le point faible du film pour moi c'est vraiment cette histoire d'amour, parce que j'avais envie de voir un film sur des cannibales mais je n'avais pas envie de voir un film sur une histoire d'amour entre Taylor Russell et Timothée Chalamet. Ah bah là dommage hein. Et ouais, et donc au tout début du film j'étais en mode parce qu'on commence avec Taylor Russell, c'est le personnage principal, et j'étais en mode pourvu qu'il arrive tard Timothée Chalamet, parce que je sais que ça va faire basculer le film dans autre chose. Et du coup à partir du moment où il arrive, bah ouais, ça le fait bien basculer dans ça, et je trouve qu'il y a beaucoup de redites, ça avance pas trop, c'est bon, c'est un peu dommage parce que toute la mise en place au début, l'histoire avec le père aussi qui jouait par André Hollande, je trouve que ça marche super bien. Même la première scène, je trouve, avec Mark Rylance qui joue donc le méchant du film, voilà, qui joue Sully, qui pour moi est un personnage de Dr Sleep, hein, clairement. Pour moi c'est le même. Et au début je trouve que ça va, mais c'est vrai qu'après c'est abusé. En fait j'ai l'impression qu'il le fait aussi exprès, hein. Il y a des plans qui sont un peu over the top, quoi, dans comment joue les comédiens ou dans les effets de montage qu'il fait. C'est des choses qu'il y avait déjà dans son remake de Suspiria d'ailleurs. Donc ça me surprend pas non plus, mais je comprends qu'on puisse sortir du film. Florent, je t'ai vu secouer la tête pour dire non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis désolé pour ce que je vais dire, parce qu'en fait, j'étais vraiment en colère devant le film. Enfin, vraiment, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que c'est et tout, etc. Tu vas nous refaire une métaphore. Non, j'ai pas dans le jeu Focus. J'ai pas préparé de métaphore, malheureusement. En fait, je ne comprends pas, mais peut-être que du coup, c'est un défaut d'intelligence. C'est pas un défaut de mon appréciation cinématographique, mais je ne comprends pas ce qu'il veut me raconter. Et j'ai l'impression que les scènes sont mises les unes à côté des autres sans aucun sens. Pour moi, il y avait une fin
assez logique au film. Il y a une scène, pour moi, j'avais l'impression que c'était la fin, et il arrive quelque chose pour le personnage principal. Voilà, elle accomplit sa quête en quelque sorte. Ah non, le film n'était pas fini. Donc là, ça m'a encore plus énervé. J'ai fait bon allez, on arrête. L'antagoniste, joué par Mark Rylance, c'est tellement mal écrit, je trouve. Le fait qu'on installe un personnage et qu'il revienne, mais là ça ne fonctionne pas du tout, puisque presque moi je l'avais oublié. Moi je fais c'est un personnage. Je pense que c'était une volonté qu'on l'oublie justement. Ah ouais, mais moi je l'avais pas oublié parce que Mark Rylance, c'est quand même, il a son nom sur l'affiche, oui. C'est le 3e nom. Après il faut connaître son visage. Hein. Moi je connaissais pas son visage. Ah ouais, tu connaissais pas son visage. Ouais. Alors après, je dois reconnaître que il y a des moments qui m'ont eu. Enfin, je trouve que la scène où un peu qui paraît n'avoir aucun sens, mais un peu qui vient comme ça de la rencontre avec les deux. Avec David Gordon Green. Là, on dirait Lars von Trier. Schuttelberg. Et il y a juste, et le moment où il y a juste un personnage qui court, en fait, j'ai vraiment eu peur. J'étais là, j'ai vraiment eu peur. Mais après tout le film, ça ne raconte rien. J'ai l'impression qu'on veut faire regardez, j'ai fait un film de cannibale, et puis il y a un peu d'amour mais sans aucun sens derrière, en fait. Vraiment, le cannibalisme dans le film, c'est genre regardez, de temps en temps il faut qu'on se nourrisse. Alors pour faire de la sensation, peut-être. C'est le sentiment que ça peut donner. Peut-être, mais en tout cas... Il n'avait pas de prétexte pour faire branler dans une pêche Timothée Chalamet. Et par contre, il y a quand même... Oui, c'est vrai qu'il y a une autre scène comme ça. C'est vrai. Mais en fait, je pense que parler du rejet des marginaux par la société par le biais du cannibalisme, je trouve que ça marche pas tant que ça, parce que on a très peu d'empathie pour les personnes cannibales, en fait, au même titre que pour les serial killers ou pour beaucoup de gens. C'est intéressant, en vrai. Je crois que c'est Karim Debache d'ailleurs qui en parlait dans une vidéo où il disait qu'il y avait un film qui prenait le parti pris de se mettre du côté des cannibales et de tuer une famille de cannibales. Ça, je me rappelle plus c'est quoi le film. Et en gros, là, j'ai repensé à ça en voyant celui-là. Je trouve que c'est intéressant. Après, il les humanise beaucoup. Oui, complètement. T'es pas en mode genre c'est des bâtards ce qu'ils font. Oui, c'est sûr, tout à fait. Sauf Mark Rylance. Oui, évidemment. mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez frontal. On nous demande dans le chat si c'est Trent Reznor et Atticus Ross qui font la musique. Bien sûr, j'allais en parler. Et comment elle est, la musique ? Moi je la trouve très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'ils font toujours de bons boulots, et là encore, je trouve qu'elle habite très bien le film. Hein. Oh là là. Clara, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu les trouves surcotés ? Ouais. Non, mais il y a un enthousiasme là-dessus, c'est qu'ils sont surcotés. Franchement, la musique, elle m'a pas marqué dans le film. Alors que moi, j'ai marqué invite au voyage sur ma feuille. Mais t'es plus sûr de toi quand tu le dis, j'ai l'impression. Si, totalement sûr. Dis-nous ce que t'en as pensé, Clara. Non, mais en fait, je suis un peu partagée, parce que c'est vrai que j'étais ultra curieuse d'aller voir ce film, parce que je me suis dit, purée, romance mélangée avec horreur, qu'est-ce que ça va donner, et cannibalisme surtout, ça m'intriguait vraiment beaucoup. Puis après, je suis arrivée et j'ai vu ça, et je trouve, en fait, on arrive, on se pose, on regarde le film, on est en mode, on comprend ce qu'il veut dire, on comprend qu'il veut parler des personnes marginalisées qui sont en quête d'acceptation, qui fuient leur identité, mais qui aussi essayent du coup de la retrouver. Et qui portent des pantalons troués. Oui, mais en fait, ouais, le fait qu'avec cette notion de cannibalisme, en fait, ça décrédibilise tout le film, et moi j'ai trouvé que ça m'a pas touché tant que ça, j'ai pas compris tant que ça ce qu'il voulait dire, alors que pourtant c'était quand même assez clair. Et ouais, comme tu as dit, on n'a pas du tout d'empathie pour les personnages, quoi. C'est compliqué, ouais. Ils mangent des gens quand même. Moi, non, au contraire, je trouve que j'ai de l'empathie pour les personnages. Tu me fais peur du coup, Simon. Non, mais pas parce qu'ils sont vachement humanisés, et que l'histoire de cannibalisme est complètement à côté après pendant le film. C'est vrai. Puis les acteurs jouent très bien quand même. Au bout d'un moment, le côté cannibalisme, c'est au second plan. Ouais, on s'en fout. C'est d'abord la quête de. C'est métaphorique, oui. De toute manière. C'est d'abord la quête de la jeune fille de s'accepter qui elle est. Oui, mais du coup, quand le cannibalisme revient, du coup, on se dit, c'était vraiment un prétexte, du coup, ça n'a aucun intérêt, quoi. Justement, comme c'est pas le cœur, quand il revient, c'est vraiment des petits événements comme ça, genre, tu n'apportes rien, allez, ciao. Après, pour me faire l'avocate du diable, il me semble que c'est une adaptation d'un roman, si je ne m'abuse, donc tout ne vient pas
de c'est Luca mal Guadagnino. adapté. Ça a été adapté. Après, c'est un avec choix le d'adapter cul. ce type d'histoire, complètement. Ouais. Mais je comprends ce que vous voulez dire autour de la table. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait ? On recommande pas ? On en est où sur ce film ? Il y avait mieux cette semaine. Il y avait mieux cette semaine. Et si vous êtes sensible au cannibalisme, dans le sens où ça vous dégoûte, je pas vous dans le préviens, sens Armie Hammer, c'est ça. Pas dans le sens Armie Hammer, exactement. Allez le voir, vous faites votre idée, puis vous nous direz quoi. Je sais pas si vous le savez, mais il existe un tas de chansons rendant hommage au talentueux Timothée Chalamet. Des tonnes de déclarations d'amour, de discours de fans, de chansons humoristiques. Son nom est dans toutes les bouches, si je puis dire. Face à ce déferlement d'admiration, j'en ai choisi une il met les gens dans sa bouche. Absolument. Merci Simon. J'en ai choisi une que j'ai plutôt bien aimée, dans laquelle l'artiste Kennen nous parle en 2020 de son crush qui ressemble étrangement à Timothée Chalamet. On s'écoute tout de suite sur son EP Kennen's Cassette, Timothée Chalamet de Kennen donc. God damn, my crush looks like Timothée Chalamet. He's a 10, well I'm like 4 on my good days. I tell myself to stay in my own lane, but I just wanna say, those eyes, they're green like summertime, and those curls, wish I could brush them through my hands tonight. Said you like some jazz, I jazz it up for you. Said you like to dance, we're on the floor for you. Know that everything I do is done for you. Done for you. Oh damn, my crush looks like Timothée Chalamet. He's a 10, well I'm like 4 on my good days. Tell myself to stay in my own lane, but I just wanna say, I can't help it, afraid to admit this. Open my phone, checking the gram, you're the top of the search list. You belong on the big screen, we'll be Oscars and Grammys. Damn, that could be us, but you play it. Said you like some jazz, I jazz it up for you. Said you like to dance, we're on the floor for you. Know that everything I do is done for you. Done for you. Oh damn, my crush looks like Timothée Chalamet. He's a 10, well I'm like 4 on my good days. Tell myself to stay in my own lane, but I just wanna say, En 2020, Maria Schrader avait mis tout le monde d'accord avec sa série unorthodoxe adaptée de la vie de Deborah Feldman. En 2021, elle s'attaquait aux relations hommes-femmes dans I'm Your Man. Aujourd'hui, elle revient avec sa brillante adaptation de l'histoire de celles qui ont fait tomber Harvey Weinstein. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodi Kantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted. Period. Understood. In your previous stories, how did you persuade women to tell you what had happened to them? The case I made was, I can't change what happened to you in the past,
but together we may be able to help protect other people. the truth, basically. What is it exactly that we're looking at here? These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings. I can still see it, the hotel room, the floor plan. He kept trying to touch me. I asked him to leave me alone. Instead, they say he met them with threats and sexual demands. I was young, scared. Hi. We're from the New York Times. I believe you used to work for Harvey Weinstein. People have tried to write this story before. He kills it every time. Harvey adamantly denies any allegation of assault. He played people. He was a master manipulator. Will you give me just one chance to talk to you? Are you sure that this isn't just young women who want to sleep with a movie producer to try to get ahead? This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers. The women who receive these settlements, they can't speak out. They'll be sued if they do. But if someone could speak freely about the payouts... What payouts, John? You have to imagine that every call you make is being recorded and you're being followed. Can you imagine how many Harveys there are out there? You want to get me killed? Do you wish you hadn't signed up for this story? Do you? No. The only way these women are going to go on the record is if they all jump together. We're all here, Harvey. Who have you talked to? I have 3 daughters, and I don't want them to ever accept abuse or bullying. I'll go on the record. Go write. It's time to write. This is all going to come out. I was silenced. I want my voice back. Le synopsis. Journalistes au New York Times, Jodie Cantor et Megan Towie mènent de profondes investigations à propos d'accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles envers le célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein. Le film est donc adapté de l'enquête du New York Times et du livre She Said, qui a été écrit par les 2 journalistes. On retrouve au casting Carey Mulligan dans le rôle de Megan Towie, Zoe Kazan dans le rôle de Jodie Cantor, mais également Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Hale, Ashley Judd. Clara, qu'en as-tu pensé ? Il me semble que tu as apprécié le film quand même. Oui, ça va. C'est vrai que c'était un film que j'attendais beaucoup parce que, évidemment, du coup, je trouvais ça très important de mettre à l'écran l'affaire Harvey Weinstein et du coup, le début du mouvement MeToo. Et j'étais un peu sceptique, j'avais un petit peu peur en rentrant parce que je me suis dit, selon comment ça va être exécuté, voilà. Et c'est vrai que il y a certaines choses que j'ai aimées et d'autres un peu moins. Aïe, aïe, aïe. Que Harvey Weinstein joue même pas son rôle, quoi. Ça, ouais. C'est vraiment triste. C'est Mike Houston pour l'info qui le joue. Comment Mike Houston. On me dit ça, mais j'ai trouvé que le fait justement qu'on voit pas le visage de l'acteur du coup qui joue Harvey Weinstein, c'était un peu, ça faisait un peu parodique, ça décrédibilisait un peu tout et c'est vrai que du coup, en fait. Le film a été présenté d'une façon où je me suis dit, si c'est pour faire un film comme ça, sur ça, autant faire un documentaire en fait, parce que c'était vraiment... pour moi, il y avait vraiment les aspects documentaires, mais en même temps, du coup, c'était tourné en film, donc ça faisait un peu parodique, et j'ai pas trop réussi à saisir ça comme ça, et c'est vrai que pour moi, à faire un film dessus, il faut vraiment bien le faire, quoi, parce que c'est quelque chose qui est important. Après, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils mettent vraiment l'emphase sur la libération de la parole des femmes et que c'est un thème qui est central. Parce que oui, en soi, c'est ça qui est central. C'est pas l'enquête journalistique, c'est pas Harvey Weinstein, c'est vraiment la parole des femmes. Et ça, j'ai beaucoup aimé comment ils l'ont exécuté. Mais après, voilà, je me dis, ça aurait peut-être pas été plus mal de faire un documentaire à la place d'un film, si c'était... Il y en aura sûrement un, c'est sûr. Il me semble qu'il y en a déjà eu un. Oui. Pas que Ouais. sur Weinstein, mais sur la place des femmes à Hollywood en général. Mais oui, il y en a déjà eu qui ont parlé de ça. Mais en fait, c'est étonnant, je trouve, de voir un film qui traite d'un fait aussi récent. Moi, j'étais très perturbée au début. Les Américains, ils ont quand même la tendance ouais, mais à faire ça. j'ai jamais vu un film qui présentait un fait qui était aussi proche de nous que ça, dans l'actualité. Ouais. Regarde, même en France, on s'y met un peu avec Novembre, c'est même vrai, si ça remonte un peu absolument, plus. Mais... c'est vrai, c'est de plus en plus. Simon, toi, je sais que tu l'as beaucoup aimé.
Ouais, moi j'ai bien aimé She Said, mais je pense que ça vient déjà d'une chose qui est que, vous le savez aussi si vous suivez l'émission, non mais je suis très j'aime beaucoup les genres au cinéma. Et je parle pas sexe, féminin, masculin ou quoi, non, je parle du genre. Et là, on a un film d'enquête journalistique, tout ça. Et c'est des films qui sont habituellement menés par des hommes. Et celui qu'on met souvent en tête, auquel les gens pensent, c'est Les Hommes du Président, hein, avec Dustin Hoffman et Robert Redford. Et retrouver comme ça, des années après, un duo, mais cette fois-ci féminin, et qui rejoue un peu cette partition-là avec un film qui traite d'un sujet important, alors le Watergate avec les deux oiseaux, et là l'affaire Weinstein, tout ça. Je trouve que c'était intelligemment fait. Alors après, il se trouve que l'histoire fait que dans la réalité c'était aussi ça, donc bien sûr. Ça tombe bien, mais je trouve que c'était intéressant de le voir. Moi j'ai bien aimé le côté enquête, tout ça. C'est vrai que j'ai pensé à un autre film au tout début quand il a commencé, et qui avait cartonné, en tout cas qui a gagné l'Oscar du meilleur film il y a quelques années, c'est Spotlight, et qui était là aussi un film, c'est vrai qu'on est un peu dans la même veine, hein, c'est quelque chose, c'est un film assez classique, tout ça, mais je sais pas pourquoi moi ça m'emporte et ça marche avec moi. J'avais d'ailleurs peur de le voir, le film, celui-là She Said, au début, parce que je me disais bon, ça va être hyper classique et tout, je vais pas trop aimer. Finalement, malgré ce côté classique, ça a fonctionné. Il y a la musique, cette fois on peut en parler, de Nicolas Britell. Nicolas Britell, voilà, lui il est génial. Incroyable. C'est Trent Reznor, rentrez chez vous. Ne faisons pas de comparaison. Nicolas Britell, il sait faire de la bonne musique. Ça, je suis un bâtard. Donc ça fonctionne aussi super bien, ça met un souffle aussi à l'histoire. Les actrices sont vraiment cool. Moi je connaissais pas trop Zoé Kazan, là, c'est ça, moi non plus, c'est ça. Et belle découverte. Carey Mulligan, Carey Mulligan. Très bien sûr. Mais quel de quoi? Attends, c'est une bonne actrice. C'est positif ou c'est négatif? Oui, c'est positif. Ce que tu dis? Ouais. Je sentais. Non mais je sais pas, j'ai jamais accroché avec Carey Mulligan, Michelle Williams. Pour moi, les deux sont les mêmes. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Donc, voilà. Et Maria Schrader, j'avais pas fait le lien en fait que c'était elle qui avait fait Iron Man, donc qui est sorti en 2021, mais qui pour nous est sorti il y a 6 mois, c'était en juin. On en avait parlé dans l'émission en juin, et qui était aussi assez cool, et ça donne envie de continuer à prolonger sa filmographie. Et à l'inverse de toi, Clara, moi ça m'a pas gêné plus que ça que Harvey Weinstein ne soit pas visible. Je comprends le côté parodique parce que ça fait un peu genre c'est le grand méchant, et les méchants souvent on les voit par partie, genre de choses. Mais si on avait vu son visage, ça aurait été encore plus parodique, je pense. On aurait vu un mec qui essaie de ressembler, d'autant plus qu'elles font intervenir du coup Ashley Judd qui elle joue son propre rôle tout à fait, oui, dans l'histoire. Et sinon les autres personnalités qui interviennent, ils les ont fait jouer par des imitateurs, mais juste vocalement, donc ça passe un peu mieux. Ou alors on les voit pas, comme Gwyneth Paltrow qu'on voit pas, mais moi je pense à Rose McGowan qui est entendue dans le film, mais qui est jouée par une imitatrice. En tout cas, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, on comprend bien les ressorts et tout de l'intrigue, on la suit au fur et à mesure, et je sais pas, moi j'aime bien les films sur les journalistes, et du coup là ça a bien marché encore une fois. Florent, est-ce que toi tu trouves que ça marche aussi bien que Simon? Je trouve que ça ne marche pas, mais il y a trop de draps. Il y a draps là, mais alors je n'ai pas aimé le film. Ça c'est parce dit. Que je préfère le dire tout de suite, c'était une séance longue. Déjà, c'est tellement pas à la hauteur de l'affaire. Enfin, je veux dire, non mais oui, c'est difficile, mais je veux dire que là, pour moi, c'est vraiment très éloigné de l'importance de l'affaire, de l'ampleur que ça a eu, etc. C'est vraiment très très plat. J'ai vraiment passé un moment très plat. Je trouve que c'est encore, peut-être j'avais ça en tête cette semaine, une juxtaposition d'entretien. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est le point positif pour moi qui est trop vite évacué, c'est que on voit les personnages dans leur quotidien, dans leurs problèmes. Il y a quand même le personnage de Carey Mulligan qui on la voit dans sa grossesse et même dans sa dépression en postpartum, qui est vraiment un super truc que j'avais pas beaucoup vu justement dans ce genre de film, qui était pour moi hyper important, et qui après non c'est bon, on n'en parle plus. Et les seuls moments du coup où ils évoquent la famille, je les trouve vraiment niais et voilà, très peu important quoi, juste
La fille qui dit désolé maman, désolé si je t'ai blessé. Oh non, c'est horrible. Non mais en fait, au début du film, on parlait de dépression. On parle pas de juste la fille qui dit désolé maman, le Skype se coupe, il y a plus de réseau. Donc c'était vraiment une séance assez longue et je trouve que dans le genre, là j'ai pas ressenti spécialement une tension qui m'amenait vers un dénouement que je connais déjà et normalement cette tension elle est censée me tenir. Mais là, voilà. Comme j'ai dit, c'était vraiment juxtaposition et pourtant les actrices sont vraiment incroyables. Vraiment, oui, mais je trouve qu'on leur donne rien à jouer du coup. Enfin, je préfère soit vous conseiller d'aller lire le livre, soit d'aller voir un documentaire. De lire l'enquête du New York Times. Parce que là, je sais pas, je connais pas le travail d'adaptation et je peux pas. Tu vois la scène dans la salle de restauration du journal avec Carey Mulligan et du coup l'avocat de l'autre. Ouais, allez, je te l'accorde, je te la donne. Il y a des trucs qui sont quand même, moi je sais pas, qui m'ont marqué, je trouvais qu'ils étaient bien filmés et où les acteurs, il y avait quelque chose, voilà. Il y avait, dans cette séquence-là, il y a un truc qui naît, tu vois, tu sens qu'il y a plein de choses derrière. Et moi je trouve que la mise en scène elle est quand même particulière parce qu'il y a beaucoup de plans larges où les actrices sont noyées dans ces plans. Le montre d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il y a même un plan où elles sont à la cafette, elles discutent et moi j'ai mis un temps avant de les trouver en image. Ouais. Et il y a beaucoup de plans comme ça et je trouvais que c'était assez malin de les voir noyées dans toute cette ampleur, dans toute cette enquête qui est assez incroyable. Et la mise en scène, la masse de choses qu'elles ont dû en plus. Voilà, en plus de leur vie quotidienne, tout ça. Gauthier, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Je suis du même avis que Florent, j'ai pas trop aimé le film. Voilà. Mais aussi j'ai trouvé le film très plat et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, mais ça j'y ai pensé pendant le film, c'est hyper dur de filmer le travail d'un journaliste. Parce que le journaliste, la moitié du temps, c'est derrière un ordinateur ou à passer des coups de téléphone. Et tout le long, on voit les deux actrices au téléphone et jamais la mise en scène innove, j'ai l'impression, ces scènes. Et ça prend du temps, c'est long. Et en plus, en connaissant déjà la fin de l'histoire, on n'est jamais vraiment surpris. Et il n'y a pas de tension qui se met en place. J'ai pas été... Il fallait faire un sujet fallait faire un film sur ce sujet. Mais je trouve que mais pas celui-là. Mais non. Ouais. Compliqué. Non, mais j'ai jamais été ému, même par les scènes où les victimes dévoilent leur histoire. Et pourtant, ça aurait dû être des scènes chocs. Ça aurait dû être des moi, je trouve qu'elles sont assez chocs quand même. Ouais. Mais j'ai pas. Ce qu'elles racontent. La première. Ouais, moi, ça me retourne l'estomac à chaque fois. Mais... Oui, ce qu'elle raconte, c'est horrible et dur à entendre. Mais je sais pas, pour moi, il me manquait quelque chose, peut-être dans la mise en scène ou je sais pas. Il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est où la caméra. Il y a une scène où il y a la caméra on est dans un couloir, et on entend juste des voix off, sans aucun personnage. La voix off qui raconte. Dans l'hôtel, là. Oui, voilà. Qui montre la discussion entre Weinstein et sa victime. Je trouvais cette scène pas trop mal. À la fois que c'est notre imagination, on se fait la scène dans notre tête, juste en ayant les voix. Mais après, voilà, j'ai trouvé le reste très plat et c'est dommage. Bon, allez le voir quand même, parce que Simon et moi, on l'a aimé. Et Clara, t'en as pensé quoi ? Moyen. Partage. Non mais Clara, excuse-moi. Mais j'ai pas envie d'en parler. Non, mais ouais. Non, mais attendez, il y a que Simon et moi qui l'avons aimé ? Je comprends pas. Mais... je l'ai pas détesté, mais. C'est vrai que t'en as parlé. Ah oui, tu m'as stressé, Simon. On est d'accord que je t'ai interrogé sur ce film. Oui. J'ai commencé. Simon, j'ai un coup de chaud là. Simon, je suis à l'heure en ce moment, désolé. C'est pas grave, on te pardonne. Bon, en tout cas, allez le voir parce que Simon et moi on a aimé, voilà. Et vous ferez votre propre avis. Et puis c'est un sujet important quand même. Oui. Voilà. Ouais, j'aime bien. Oui, on n'est pas la place des femmes, un sujet important. Ouais, si quand même. Allez, quand même. Allez, quand même. Vous l'avez entendu en début d'émission au cœur du documentaire Marianne Noire. Vous avez peut-être vu ses précédents documentaires, notamment Nous en 2021, récompensé à la Berlinale. Elle revient en 2022 avec son tout premier long métrage de fiction, déjà multi-récompensé, Saint-Omer. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille ? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman ? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi ? Non, je peux pas.
Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous. Le synopsis, Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Colli à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. On retrouve au casting Kaije Kagame pour le rôle de Rama, Gusladji Malanda pour le rôle de Laurence Colli, mais aussi Valérie Dréville, Aurélia Petit, Xavier Mali. Et j'en passe. Et j'en passe. J'en passe, c'est des meilleurs. Florent, un petit mot sur Saint-Omer, ou un long comme tu veux, c'est toi qui décides. Alors, c'est un film difficile à appréhender, je le trouve assez opaque. Je suis sorti de la séance un petit peu déboussolé, un petit peu... En fait, j'avais l'impression que je venais de me prendre un coup, mais sans vraiment savoir ce qui venait de se passer, enfin dans quel mode ça s'était passé. J'aime beaucoup les films de procès. Alors là, c'est vrai que c'est particulier parce que ça parle beaucoup, et pourtant je dis j'aime les films de procès, mais il y a vraiment des échanges assez singuliers parce que c'est des dialogues très longs. Ça dure vraiment, c'est vraiment étiré. Mais je suis sûr que a posteriori, en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais a posteriori, ça va être, c'est sûr, un objet d'étude. En tout cas, c'est un film que j'ai envie de réappréhender, d'analyser, d'essayer de comprendre. Si, parce qu'il y a vraiment des choses hyper fortes. Enfin, des fois, ça se joue même justement dans des regards. Juste un regard suffit à ce que d'un coup, je me sente chamboulé. Je fais, mais j'entendais que des dialogues, et d'un coup, un regard. Ça m'a touché, quoi. Tu sais pourquoi ça marche? Parce que c'est Claire Maton qui est à l'image qui est à la photographie. Et la force de Claire Maton, en tout cas sa singularité dans son travail, c'est filmer des visages, et notamment le grain des visages, des peaux, les corps. Je trouve qu'elle fait ça avec un très grand talent. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié. Vraiment, je trouve que l'image est très très belle dans le film. Ces jeux de regard, ils étaient déjà dans Portrait de la jeune fille en feu, sur la fin du film, c'est d'ailleurs. tout à fait ça. Et il y a beaucoup de liens avec ça. La musique qui est absente, à part un chœur féminin. Il y a aussi beaucoup de liens avec Mati Diop, Atlantique, où Claire Maton faisait encore une fois l'image sur le film. Il y a toute cette histoire de fantômes, de transmission de culture. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce type de film, et ça crée une espèce de sororité de cinéastes. Simon, toi, je sens que tu es contre l'avis de Florent. Mais très très grosse déception, Saint-Omer. C'est vraiment un film que j'attendais beaucoup. Alice Diop, je la connaissais pas plus que ça, mais elle m'a intrigué. Et puis surtout, tous ces prix gagnés à Venise, j'avais une hype de fou. Puis c'est le film qui représente la France aux Oscars, donc on se dit tout de suite que ça va être quelque chose d'important et d'impactant. Et j'y ai cru au début. Je me suis laissé embarquer, tout ça, et puis très vite arrive le procès. Et après 5-10 minutes où j'ai trouvé ça brillant au début du procès, la façon dont c'était filmé, tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait ça allait être que ça le film, et que ça allait être hyper répétitif vis-à-vis de ça, et qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une idée, et qu'elle est éculée jusqu'à plus possible, et je me suis ennuyé. Tu parlais de coups, moi le seul coup que j'ai ressenti, c'est un coup de barre devant ce long métrage. Il m'a fatigué.
ça dure 2 heures et il y a du coup 1h40 de procès quasiment comme ça qui sont pas faciles à suivre en plus, ça tu l'as dit, hein, j'ai pas réussi à tenir quoi. J'ai trouvé que c'était dommage en fait, qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être vraiment intéressant, cette histoire aussi avec ces 2 femmes qui sont en fait mis en parallèle, mais en même temps elle est trop dans le symbolisme aussi, je trouve, Alice Diop. C'est que pour moi ce film là il a les défauts d'un premier film, mais c'est un premier film en tout cas de fiction. C'est un premier film de fiction et ça se sent en fait. Il y a trop de je veux mettre cette idée là parce que voilà, je pense à ça derrière. Et tu parlais d'objets d'étude, mais c'est vraiment ça en fait, tu rentres dans le panneau d'Alice Diop là. Et toute la mythologie sur Médée, Marguerite Duras, la guerre, les citations, les citations comme ça en vidéo à la fin, ou la scène du début où t'as le personnage, un des 2 personnages principaux qui donne un cours. Tout à fait. Et il y a l'écran qui se relève et elle est derrière l'écran, tout ça, tu vois. Tout ça, ça participe à. Au début, je dis ok, ouais, pourquoi pas. Elle veut impacter tout avec sa mise en scène et tout, mais après je me dis non, mais ça en fait c'est trop appuyé sur des choses pour pas grand chose et ouais, j'ai été très déçu, mais vraiment très déçu parce que c'est un film que j'attendais beaucoup et j'espérais vraiment beaucoup l'aimer de tout mon cœur, mais là, non. Clara, dis-nous tout. Je suis pas du tout d'accord. Cyril non plus n'est pas d'accord. Dis-nous tout, Clara. Non, vraiment. En fait, moi je m'attendais à quelque chose de complètement différent. Je me suis dit ça va être un truc très vivant, procès, tout ça. Et en fait, c'était du coup très plat. Mais pas dans le sens négatif du terme. Il y a un sens positif au terme plat. Non, parce que en fait, j'ai trouvé justement que c'était à la fois plat, mais ça aurait pas marché si justement il n'y avait pas eu ce jeu sur les longs plans sur les visages et sur les expressions et les regards, tout ça. En fait, j'ai trouvé ça faisait vivre le truc et ça m'a vraiment, moi, gardé en haleine. J'attendais d'en savoir plus du début à la fin et j'étais curieuse en fait du début à la fin. J'étais pas passive en fait par rapport à ce que je voyais, et ça j'ai beaucoup aimé, même si c'est entre guillemets presque un huis clos quoi, dans ce c'est assez drôle d'ailleurs de faire un film qui s'appelle Saint-Omer, donc le nom d'une ville, mais de se concentrer que sur un tribunal qui est cité une fois dans le film et qui pourrait être n'importe où. Oui, complètement. Non mais j'ai trouvé aussi que au début c'était un petit peu un problème, puis après j'ai compris parce que j'ai trouvé que ça allait très bien avec le reste du film, tout ça, mais le langage et les dialogues j'ai trouvé ça très soutenu, très écrit et presque théâtral en fait. Heureusement qu'il le justifie dans le fait que le personnage il soit comme ça. Hein. Puis le langage, c'est un thème qui tient à cœur d'Alice Diop, comme pour ça que j'ai mis la scène de la semaine qui parlait du langage, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Mais bien sûr. Mais j'ai trouvé que non, franchement j'ai beaucoup aimé ça. Un film avec beaucoup de femmes devant et derrière la caméra. Tout à fait. Et ça s'est ressenti en fait, ça se voyait que c'était un film vraiment pour les femmes, par des femmes, et avec une belle leçon sur la complexité un petit peu de la maternité, tout ça, et j'ai beaucoup aimé. Très bien. Et toi, Gauthier? Moi, je suis assez mitigé. Comme toi, je trouve la photo magnifique. C'est le travail sur les textures, que ce soit les visages, encore sur les tissus, les vêtements et même les draps. Je trouve ça vraiment super beau. Et c'est un film, je trouve, qui se tire un peu une balle dans le pied parce que tous les dialogues qu'on entend dans le procès sont mot à mot ce qui s'est passé dans le vrai procès. C'est pour ça qu'il y a un faux rythme et que c'est très très lent parce qu'elle a voulu citer le procès. Et... je savais pas que ça s'adaptait d'un vrai truc. Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et même Alice Diop, elle était à la place du personnage principal, où elle a assisté à ce procès. Et du coup, en le voyant, ça lui a donné envie de réaliser ce film. Parce que c'est une histoire qui l'a marqué, qui lui a suivi pendant quelques années. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un film assez opaque. Il faut s'accrocher pendant plusieurs scènes pour ne pas s'ennuyer et pas avoir un coup de barre comme comme Simon.
Bon. Mais les costumes, par contre, je voulais parce que ce genre de film où on fait pas forcément attention aux costumes, et je trouve qu'ils sont quand même très bien choisis, notamment pour le personnage donc de l'accusé, où elle a tout le temps des tenues qui en fait sont de couleur orange ou marron et qui fait qu'elles se font avec le décor à l'arrière et tout. Et ça, j'ai trouvé que ça, mais encore une fois, ça participe à cette espèce de gros symbolisme qu'elle fait, mais c'est un peu plus malin que les autres trucs. Ouais. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le constater, Saint-Omer divise, mais allez le voir quand même. Moi, je le recommande en tout cas. Vous avez raté le début de l'émission, pas de souci. Les tops sont là pour vous résumer nos débats en un seul classement. On commence par le top 1 de chaque chroniqueuse et ensuite on fera le top 3 de l'équipe TCS. Clara, ton top 1 Saint-Omer. Gauthier. Je reste sur Bods and All. Simon. Les miens de Roche Dizem. Florent. Saint-Omer. Et moi, c'était également les miens de Roche Dizem. Du coup, j'ai fait un petit calcul savant grâce au petit point de Simon. Et qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne en 3e position les miens de Roche Dizem. Bon, il n'y a que Simon et moi qui l'avons vu, donc forcément, voilà. En 2e position, nous avons une égalité. Bones and All et Saint-Omer. Et du coup, notre top 1 de la semaine, c'est évidemment She Said de Mariah Schrader. C'est celui qui est resté en fait au milieu dans les tops de tout le monde, c'est pour ça. Non mais en vrai, c'était très 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 serré et ça se passait au-dessus jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que She Said gagne finalement. Les miens donc est également sorti cette semaine, on l'avait vu au Cinémed. Simon, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement? Ouais, très rapidement, je trouve que c'était un film brillant avec du coup toute une famille d'acteurs, Roche Dizem et Sami Bouajila, Maïwen, tout ça, et c'est un film sur la famille mais qui est assez drôle en même temps alors qu'il parle d'un sujet sérieux. C'est vraiment super bien, mais n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir l'émission pendant le Cinémed, on avait fait une émission sur le film et on avait reçu Roche Dizem pour en parler. Je pense qu'il en parlera mieux que moi de son propre film. Voilà. Absolument, un film incroyable qu'on recommande chaudement. Cette semaine, nous avons eu le plaisir de recevoir en interview Harrison Delcroix, co-créateur du jeu de société Focult. Une interview, comme je vous le disais en début d'émission, réalisée en partenariat avec Amusez-vous bien, l'émission spécialiste des jeux de société. Un entretien mené d'une main de chef par Gaël et Simon, nos animatrices et animateurs favoris, avec la participation de John et de moi-même. C'est parti pour notre invité du jour. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Comme je vous le disais en début d'émission, on consacre aujourd'hui notre partie débat ludique aux jeux de société sur le cinéma. Et aujourd'hui, nous sommes heureuses et heureux d'accueillir pour une interview Harrison, co-créateur d'un jeu sur le cinéma qui fait son bout de chemin ludique, à savoir Focult. Bonjour Harrison. Bonjour Harrison. À tout le monde. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, donc je m'appelle Harrison. J'ai effectivement créé avec mon associé et épouse Marion un jeu de société qui s'appelle Focult. À la base, nous, on n'est pas du tout du jeu de société, on est architecte. C'est parti juste d'un délire de soirée, sauf que le lendemain matin, on s'est dit qu'on allait concrétiser le délire. Du coup, tu disais que tu étais avec une co-fondatrice donc du jeu, Marion. Est-ce que tu peux, elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux vous présenter vos deux, vos deux métiers. Est-ce que qu'est-ce qu'est l'architectura, oui. L'architectura, est-ce que ça n'existe pas ce mot? L'architecture. Non, tu es presque. L'architecture. Pourquoi j'ai voulu dire un petit rat en plus? À avoir du coup avec tout ça. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a à voir déjà? Non, ça n'a rien à voir. Par contre, on a procédé de la même manière. Marion n'a pas pu être présente ce matin malheureusement parce qu'en fait, elle a des chantiers à diriger. Et en fait, on a travaillé un peu pareil. C'est-à-dire que moi, en architecture, je m'occupe des dessins, de la conception du projet, et c'est Marion qui fait la direction des travaux. Et ben pour le jeu de société, en fait, on a eu un peu la même organisation. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis occupé de lire des milliers et des milliers d'avis négatifs, de les sélectionner, de faire le graphisme de la boîte, de trouver le nom, etc. Enfin bref, tout ce qui avait rapport à la conception. Je l'ai vécu comme un projet d'architecture. Et Marion, elle s'est occupée de la partie qu'on avait beaucoup sous-estimée, qui est le déploiement. C'est-à-dire, c'est pas tout d'avoir une idée de jeu. Ensuite, il faut le faire fabriquer, il faut trouver des partenaires, des fournisseurs, une logistique. Et là, on a découvert un monde qu'on ne connaissait absolument pas. Moi, je voulais déjà aussi revenir sur votre rapport au cinéma. Est-ce que vous êtes des spectateurs assidus à la base? Non. Alors pourquoi faire un jeu sur le cinéma?
En fait, paradoxalement, je pense que c'est parce qu'on n'est pas cinéphile qu'on a pu faire un jeu comme ça aussi impertinent. En fait, nous, on va au cinéma de temps en temps. Je dirais qu'on y va peut-être 1 à 2 fois par mois. Et en fait, on est peut-être alors un peu exigeant, mais souvent, quand on est déçu d'un film, on prenait plaisir à aller voir les avis négatifs pour trouver, on va dire, la bonne formule, celle qui correspondait à ce qu'on avait ressenti, mais sur laquelle, en fait, on n'arrivait pas à mettre des mots. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on est tombé sur des avis assez rigolos. Et on s'est dit, tiens, mais attends, plutôt que je te dise d'abord le film, tiens, je te fais deviner le commentaire, tout ça. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une mécanique de jeu très simple qui pouvait marcher. Et alors, au début, on s'emmerdait parce que on faisait des soirées entre potes où, en fait, chacun était sur son téléphone à scroller des avis négatifs. Ce qui est chiant, ce qui est pas très drôle, et on s'est dit autant s'y mettre vraiment, et donc j'ai passé des centaines d'heures à scroller pour justement faire une sélection qui puisse permettre de se marrer à l'apéro sans passer sa soirée sur le téléphone. Mais voilà, et en fait ce qui se passe c'est que quand moi j'ai dû trouver plus de 200 films cultes sur lesquels trouver des avis négatifs, moi j'ai demandé à des copains qui sont très cinéphiles s'ils avaient des listes de films, et ce qu'ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Et puis ils m'ont fait une liste avec 15 films japonais, 10 films russes, 2 films hongrois. Et en fait, le but, c'était pas de faire un Trivial Pursuit sur le cinéma, certainement pas. Le but, c'était que tout le monde puisse jouer, même en n'ayant pas vu les films, quoi. Je veux dire, on va dire, peu de gens, aujourd'hui, de moins de 30 ans, ont vu Les Dents de la Mer. Pourtant, c'est une carte qui est très facile à deviner parce que tout le monde sait de quoi ça parle, quoi. Et c'est pour ça, qu'à mon avis, ne pas être cinéphile, c'était nécessaire pour avoir ce détachement. Ouais, c'est vrai que ça revient un petit peu à l'essence du jeu quand on est là en train de chercher un titre. Mais c'est quoi le truc avec un tel, tout ça, et c'est vrai que ça fait beaucoup ce côté-là, puisque les avis que vous avez trouvés, ils sont souvent très décalés et peu précis pour qu'on puisse essayer de remonter le fil. Ouais, exactement. Pourquoi vous avez choisi aussi d'appeler donc ce jeu faux culte? Parce que c'est les films cultes pourtant à l'intérieur, mais c'est qu'ils le sont pas vraiment. Ça, je laisse à chacun le soin d'apprécier les commentaires. En fait, il se trouve que quand on lit des avis négatifs sur Internet, que ce soit sur Allociné, Sens Critique ou d'autres, en fait, la majorité des commentaires sont pas très intéressants, c'est juste c'est de la merde et puis c'est tout, quoi. Et en fait, ce qui revient quand même très souvent, c'est ou bien des gens qui sont allés voir un film au cinéma et qui en fait à qui on a dit que le film allait être très bien et qui en sont déçus. Bon. Mais en général, ça c'est pas des films sur lesquels on a beaucoup de recul, donc ils sont pas encore très populaires. La plupart du temps, en fait, les avis négatifs qui sont les plus drôles, c'est des gens en fait à qui, visiblement, on a répété qu'il fallait voir ce film. On peut pas ne pas avoir vu ce film. Comment? Mais t'as pas vu Indiana Jones? Et en fait, un jour, ils s'y mettent. Et en fait, ils en sont très déçus. Et là, ils se fendent d'un avis négatif. Et en fait, très souvent dans les avis, je retrouvais cette formule. Quoi? Mais ce film est culte? Mais n'importe quoi, etc. Et puis ensuite, là, on trouvait tout le ciel. Auquel on peut s'attendre sur ce genre de plateforme. Et en fait, c'est là où on s'est dit, finalement, c'est ça un peu l'essence du truc, c'est qu'en fait, à chaque fois, ce sont des commentaires de gens déçus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que leur déception leur a donné de l'esprit. C'est que, en fait, en étant déçus, justement, de trouver un culte et que finalement, en fait, ils l'ont pas trouvé. Donc, la bouffe au culte. Ils ont trouvé un sens de la punchline à la place. Paradoxalement, j'avais cherché aussi dans les avis positifs et en fait il y a ni absurde ni comique. J'avais même essayé, je m'étais dit allez, faudrait faire un contre-faux culte où je mets que des avis ultra positifs sur des films dont il est de notoriété publique qui sont absolument nuls. Mais en fait le problème c'est que s'ils sont absolument nuls, ils sont rarement connus. Donc ça devient un jeu d'initié entre spécialistes du nanar et bon, c'est pas spécialement ce qu'on voulait à la base. Voilà. Moi j'ai une question là qui me vient, c'est les avis justement pris comme ça sur Internet. Est-ce que, on sait jamais, est-ce que quelqu'un a vu son avis dans le jeu et vous en a parlé? Non, pas encore, et on a très hâte que ça arrive. On était persuadé que ça arriverait au Festival de Cannes, où on a pu avoir un stand en février dernier, le Festival international des jeux de Cannes, et qui est juste avant celui du cinéma. Et on s'est dit bon, là on va rencontrer des milliers de personnes, c'est pas obligé, on va forcément croiser quelqu'un qui va nous dire ça c'est mon avis, c'est mon avis à moi.
Et malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Mais s'il y en a un qui se reconnaît, qui nous contacte, on sera très heureux de prendre un apéro. Ça doit être quand même satisfaisant de retrouver son petit avis comme ça dans un jeu. Faudra mettre des punchlines de notre émission The Cinema Show. Parfois, on est très acerbe. Comme ça, là, on se reconnaîtra dedans. Souvent, Justement, tu parlais du Festival international de jeux de Cannes. Moi, je vous ai rencontré là-bas et je trouvais que votre stand était hyper impressionnant. Est-ce que c'était important justement pour vous de mettre en valeur le jeu de cette manière? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept justement du stand? J'imagine que c'est quand même en rapport avec votre métier d'architecte. Oui, là on s'est lâché sur le stand. En fait, effectivement, ce qu'on a fait pour le Festival de Cannes, c'est qu'on a pris le contre-pied de ce qui se fait d'habitude. En principe, tous les stands sont en carton. Il y a des kakémonos, enfin des posters posés sur pied, etc. Bon, c'est un peu le règne du papier et de la cartonnette, et on s'est dit non, il faut qu'on fasse un truc qui claque. Et en fait, on a construit effectivement tout un petit cinéma. Moi, j'appelais ça le plus petit cinéma du monde, tout en bois. Alors, ça pesait 1,2 tonne juste de matériel qu'on s'est fait chier à transporter avec 2 camions d'aménagement de Clermont jusqu'à Cannes. Et le concept, c'est quoi en fait, à l'entrée, enfin au guichet, donc Marion présentait le jeu, faisait les ventes, distribuait les tickets, et à l'intérieur du cinéma, dans la petite salle composée de 3 fauteuils plus quelques petits strapontins en plus, j'organisais en fait une espèce de café-théâtre où le public pouvait s'asseoir, j'expliquais un peu le concept du jeu et puis je faisais deviner. Alors à la fin, comme j'improvisais, à la fin c'était très sophistiqué avec des jeux de son et lumière. Enfin bon. Donc voilà, et on a eu un sacré carton. Alors, le Festival de Cannes nous avait même un peu emmerdé parce qu'il y avait trop de queue à certains moments devant notre stand. C'était un peu l'attraction. Mais ça a été une super expérience. On a rencontré notre public. Enfin, on a rencontré des gens en fait qui devinaient instantanément, mais toutes les cartes, même les plus difficiles. Et on s'est dit mais c'est dingue, on a rencontré notre public. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que en France, en fait, on ne peut pas protéger une idée. Nous, on a eu cette idée-là, on s'est dit, putain, ça ne peut que marcher, tous nos copains, la famille, les proches. J'ai même eu des clients qui sont tombés sur notre jeu, qui nous ont dit, mais ça peut vraiment cartonner. Et en fait, on s'est rendu compte que, ouais, mais à part protéger le nom, le dessin, c'était à peu près tout, quoi. Et en fait, comme on a été démarché par des éditeurs, suite à notre campagne de préfinancement sur KissKissBankBank, et que suite à cette campagne qui a été un beau succès, on a été démarché par des éditeurs et qu'on a refusé les offres des éditeurs parce qu'ils achetaient l'idée mais ils refaisaient tout. Et ils faisaient réécrire les commentaires par un écrivain, ils changeaient le nom, ils partaient sur un jeu beaucoup plus gros. En fait, ils décalquaient tous le jeu sur Blanc Manger Coco. Ouais. Parce que c'est le format standard aujourd'hui. Du party game, enfin du jeu d'ambiance. Et en fait, on les a tous refusés. On a même refusé le plus gros éditeur européen en disant non, on va le faire dans notre coin, on va vendre ça sur notre site internet à la bonne franquette. Sauf que quand on s'est dit ça, il y en a un qui nous a fait un peu peur et on s'est dit merde, ça se trouve, il y en a un qui va faire la même chose que nous. Et comme on peut pas protéger l'idée, on ne pourra rien faire. Et comme on sera tout petit, artisan, etc., vendre notre jeu dans notre coin, on pourra. Enfin, on va se faire rattraper par une grosse maison d'édition. Donc on s'est dit, faute de pouvoir protéger l'idée, il faut qu'on fasse une politique de terre brûlée. Il faut qu'on aille à Cannes, qui est le plus gros festival français du jeu, et il faut qu'on marque les esprits. Il faut que tout le monde dans le jeu de société nous rencontre à ce festival, et il faut que le concept soit associé à nous et nous au concept. Ce qu'on a réussi à faire, parce que alors là je crois que tout le monde avait vu notre stand, et voilà, c'est pour ça qu'on s'était fait autant de mal. Du coup, c'est intéressant ce que vous dites sur les éditeurs qui ont voulu racheter votre projet, parce que vous, en fait, vous avez vraiment laissé tel quel les commentaires comme vous les trouvez sur Internet? Ouais, c'est une super question. En fait, voilà comment ça s'est passé. Au départ, on en a trouvé 2-3, puis après, je m'en fixais d'en trouver à peu près entre 3 et 5 par jour. Et puis le soir à l'apéro, du coup, on était obligé de faire beaucoup d'apéros de recherche et développement. Le soir à l'apéro, je les lisais à Marion, donc mon associé, et puis aux copains, etc. Et en fait, très vite, il s'est posé cette question-là de merde, qu'est-ce qu'on fait des commentaires? Par exemple, où il y a une syntaxe qui est maladroite,
ou un mot où c'est vraiment con parce que il a utilisé ce mot, alors qu'avec celui-là, en fait, l'idée qu'il avait, qui est géniale, quoi, qui était ou loufoque ou fielleuse, et ben, ça rendrait beaucoup mieux. Et en fait, on a longtemps hésité, pour tout vous dire, et en fait, on a tranché comme ça. On s'est dit qu'il y a un moment donné, toutes les fautes d'orthographe, de syntaxe, etc., on peut pas les laisser. Parce que sinon, en fait, les joueurs vont pas savoir si c'est nous qui sommes absolument nuls en français, en modération, ou si c'est les internautes. Bon. Et ensuite, on s'est dit, si jamais la syntaxe peut être améliorée, si jamais faire un peu d'orthopédie grammaticale, et si jamais il y a un mot en fait qui était vraiment plus adapté pour exprimer l'idée du commentaire, et ben on le fait. Parce qu'à un moment donné, c'est pas non plus une thèse en sociologie du haters, c'est un jeu, et que le but, c'est de se marrer, quoi. Voilà. Et vous avez hésité aussi à citer les noms des pseudos qui ont fait les commentaires? Non, pas du tout. Non, on l'a envisagé, ça c'est clair, mais on n'a pas du tout hésité sur le fait de ne pas le faire. Pour la raison suivante, c'est que très majoritairement, les avis qui sont donnés, négatifs, ou en tout cas les avis qui sont donnés sur ces sites-là, déjà c'est des pseudos, hein, c'est pas l'identité des gens. Déjà, nous on s'est dit il y a un moment donné, souvent, en général, les avis négatifs, ils sont bâchés par les plateformes elles-mêmes, hein. Ils sont pas mis en avant, ils sont très modérés. Je veux dire, il faut regarder les conditions de post, des commentaires. Il y a beaucoup de modération, donc ils sont pas très appréciés des plateformes. Le but c'est pas que ça devienne, le but c'est pas de mettre quelqu'un en porte-à-faux en exposant son avis négatif aux yeux de tout le monde et que derrière il puisse être retrouvé sur internet, se faire emmerder ou machin, etc. Très vite on s'est dit waouh, encore une fois là ça reste, c'est pas non plus un article journalistique, c'est un jeu et l'important c'est le contenu, que tel ou tel a écrit ça, on s'en fout, quoi. Enfin, en quelque sorte. Ouais. Voilà, c'était notre partie. Et vous avez cité Allociné Sens Critique, c'est essentiellement là que vous avez trouvé les critiques ou il y a d'autres endroits? On a eu aussi de l'avis Google. Okay. Ça, faut vraiment du film tout public, hein, pour. Mais paradoxalement, il y a des films où j'ai eu énormément de mal à trouver des avis négatifs. Notamment un qui m'avait donné beaucoup de peine, c'était Maman j'ai raté l'avion. Ouais. Où là j'ai vraiment raclé les fins fonds des forums d'internet parce qu'en fait, il y a des films où je sais pas, ça n'a pas suscité en fait, souvent les films humoristiques et pour enfants, en fait, les parents se donnent même pas la peine d'être déçus parce qu'ils n'attendaient rien de ces films. Et les gamins sont en général trop jeunes pour critiquer. Mais et là, effectivement, là, j'ai pu aller chercher sur d'autres plateformes. Cinétrafic, il y en a un tout petit peu. Voilà un peu. Par rapport à ce que vous disiez sur votre désir d'indépendance et de distribution locale, j'ai envie de dire, sur votre site, vous annoncez que vous allez bientôt travailler avec Gigamic. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet-là? Oui, bien sûr. En fait, suite à Cannes, on a eu des tombereaux de propositions de distributeurs, d'autres éditeurs, des fabricants, des cinémas qui sont proposés des partenariats dans le cadre de festivals ou d'événements. Enfin bon. Et en fait, on s'est fait totalement dépasser. Déjà, le Festival de Cannes, nous a demandé 1 mois et demi de travail. Qu'on a dû prendre tous les soirs, tous les week-ends, y compris un peu sur notre boulot d'archi. Le Festival de Cannes, son installation, le festival en lui-même, puis le démontage, ça nous a pris 10 jours. Quand on est revenu de Cannes, on était épuisés. On était en retard sur notre boulot d'architecte. Et en fait, il s'agissait de mettre à profit, de transformer l'essai sur tout ce qu'on avait pu dégager comme opportunité pendant le festival. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. On était totalement sous l'eau et notre métier principal avec beaucoup plus de responsabilités, c'est l'architecture. Et en fait, là, on s'est rendu compte de notre limite, c'est qu'en fait, le jeu a un énorme potentiel, mais en fait, de deux choses l'une. Ou bien on plaque notre métier d'archi et on ne s'occupe que de ce jeu et on s'occupe d'être présent sur Internet, on s'occupe de se déplacer dans toute la France pour apporter le jeu, participer à des événements, etc. Ou alors, non, on accepte que notre premier amour, c'est l'architecture et il faut qu'on trouve un moyen de faire ce qui nous plaît le plus sur le jeu et de déléguer ce qui nous intéresse le moins. Et il se trouve qu'en fait, on est nul en plein de trucs. On est nul en réseaux sociaux. En fait, nous, les posts qu'on trouvera
sur l'Instagram ou le Facebook de notre focus, en fait, c'est les périodes où on a des stagiaires. Parce qu'en fait, on leur demande un coup de main pour ça parce qu'on est nuls. Enfin, voilà, à chaque fois, ils m'expliquent comment est-ce qu'on fait pour poster sur Instagram, etc. On sait pas faire. On aime peut-être pas beaucoup ça aussi, on va dire, dans notre quotidien. Et le fait d'aller démarcher des usines, négocier des prix, s'assurer que ça rentre dans les délais, que ça soit bien, que ce soit distribué à temps, la plateforme logistique, etc. Pour nous, c'est un enfer. On ne sait pas faire ça. La marchandise, le commerce, etc. C'est un autre monde, hein, c'est un métier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à Cannes, on s'est dit bon, ce serait bien qu'on trouve un partenaire, non pas un éditeur, parce qu'en fait, on est éditeur finalement. On a réussi à faire toute la conception du jeu, à déployer l'univers autour, etc. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un distributeur, quelqu'un qui nous achète des jeux et qui se charge en fait d'en faire la promotion, de les revendre aux centrales d'achat, des magasins, des boutiques, etc. Et on a eu beaucoup de propositions de distributeurs et qu'on a tous rencontrés. Et en fait, on est parti avec celui qui a accepté de garder le jeu exactement tel quel. C'est-à-dire en fait le fonctionnement très basiquement, c'est qu'en fait grâce au Festival de Cannes, Focult a été connu dans le monde du jeu de société. Et en fait, ce n'est plus une idée qu'ils ont achetée, c'est une marque. En fait, maintenant, c'est une licence dont on loue l'exploitation. Et le principe, c'est que moi, je leur ai fourni tous les gabarits pour la fabrication de la boîte, le contenu du jeu, etc. Et en fait, là, ils vont même se charger de le faire fabriquer. Et ensuite, de le promouvoir sur Internet, de le vendre, etc. Et en fait, moi, je reste le directeur de la créa, de la conception, etc. Donc ça va mettre beaucoup de temps à arriver parce que là, il est prévu que la sortie soit pour, on va dire, milieu printemps 2023. Donc d'ici là, nous, on continue à fonctionner tel quel avec notre stock. Et ça va être très bien pour nous parce que moi, je vais pouvoir me reconcentrer sur ce qui me plaisait, c'est-à-dire chercher des commentaires. Et déjà là, ce qui commence à faire, ça me permet de dégager un peu de temps pour préparer une suite. Et vous allez le fabriquer, ça va être fabriqué au même endroit qu'avant ou ça va changer ça aussi? Ce sera pas. Alors là, les jeux qu'on a ont été fabriqués à Clermont-Ferrand et à Troyes. Okay. Il est peu probable que ce soit fabriqué à Troyes pour la nouvelle version. Par contre, ça a été contractualisé que le jeu serait toujours fabriqué en France. Ça, on y tenait beaucoup. Et là aussi, Gigamic, ça fait partie de leur atout, c'est qu'ils sont dans cette veine-là. C'est très familial. On est allé les rencontrer à Vimoreux il y a quelques semaines. C'est vraiment une ambiance super sympa et ils sont dans cet esprit de faire les choses bien, de pas faire dans le placement mercantile comme certains éditeurs nous proposaient de transformer le jeu en faisant avec des idées putassières, etc. Non, on reste vraiment exactement sur le principe. Et vous avez dit le mot marque, donc est-ce que ça va vraiment marcher comme une marque? Le jeu va être décliné sur d'autres univers ou d'autres variantes? Et auquel cas, est-ce que vous allez être directeur artistique? Enfin, est-ce que c'est contractualisé que vous serez directeur artistique de toutes les itérations ou alors vous avez vendu la marque et vous gérez juste le Focult en tant que tel? Non, tout ce qui alors aujourd'hui, le partenariat qu'on crée avec Gigamic porte sur Focult. Mais ce qui a été convenu, c'est que les déclinaisons éventuelles du concept, effectivement, seraient faites par nous, sauf à ce qu'on refuse de le faire. Mais en tout cas, voilà, on aurait la primeur. Cela étant dit, moi, je fondais énormément d'espoir sur l'idée de faire des versions de Focult sur d'autres thèmes. Moi, je pensais notamment, par exemple, aux jeux vidéo. Ou par exemple, ça pouvait être des produits en vente sur Internet. Donc là, la patente serait plutôt du genre Amazon, eBay, etc. Il y avait aussi peut-être les lieux touristiques, parce que ça, c'est des trucs qui ont été faits à la radio, etc. Mais en fait, ça marche pas. J'ai passé beaucoup de temps, ça marche pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas la même quantité de commentaires, mais pas du tout. Sur un film, je sais pas, moi, prenons au hasard, j'ai un film comme Indiana Jones, Amélie Poulain, Titanic, etc. Il y a des milliers d'avis négatifs, des milliers. Donc là-dedans, il y a une chance d'avoir une perle ou deux. Moi, j'ai fait une liste des jeux vidéo que tout le monde connaît,
déjà, elle est pas longue. Si vous en avez 30 ou 40, grand maximum, je veux dire, imaginez, voilà, quels sont les jeux que n'importe qui à table, pas de famille, voilà, apéro, etc. connaît, ça va pas aller très loin. Et en plus, moi, j'étais allé voir les avis négatifs, je sais pas, moi, sur Pac-Man ou Super Mario, etc. Et y a rien. Et en fait, je pense que c'est valable aussi, en fait, pour les autres domaines. Et je pense qu'en fait, c'est très propre au cinéma, cette idée que c'est à la fois un art populaire et à la fois, il faut avoir vu certains films dans sa vie. Il y a des films, en fait, qu'on considère comme étant constitutifs d'une culture, quoi, de base à avoir, pour avoir des références langagières, d'humour, de situation. Et en fait, je crois que aujourd'hui, ce n'est propre qu'au cinéma. Je comprends, ouais. J'imagine effectivement qu'avec le jeu vidéo, par exemple, là, je me disais hâte de jouer avec mes parents. Je sais pas si ça marchait avec les jeux vidéo. Est-ce qu'on peut vous souhaiter justement quelque chose pour la suite ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous désirez particulièrement, que ce soit à propos de ce jeu-là ou de comment va évoluer votre carrière avec celle de la carrière ludique ? Un développement international, pourquoi pas ? Oui, voilà. Peut-être aller au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, voilà, le cinéma, c'est aussi. Ça. Alors oui, ça, on l'espérait très fort, qu'ils nous réinvitent avec notre petit cinéma d'une tonne de au Festival de Cannes. En fait, alors qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Déjà, là, notre petit Focult, ça va être le premier, on va dire, vrai Noël qu'on va faire, où on est organisé avec les fêtes de fin d'année, où on a une plateforme logistique, on va pas jouer les préparateurs de commandes le soir, et où voilà, et donc ça c'est cette fin d'année est importante pour nous parce qu'elle nous motive sur le fait que on a bien fait de développer ce jeu, de se faire des cheveux blancs, etc. sur la fabrication avec les usines, avec voilà tout le déploiement du jeu, etc. Et après nous ce qu'on souhaite surtout c'est retrouver le plaisir de la conception du jeu, développer les autres. Ce qui est certain, c'est que le Focult 2 sortira d'ici à peu près 1 an et demi. Donc voilà, là, moi, maintenant, j'ai envie de m'occuper de ça et de me marrer là-dessus. Est-ce qu'on fera d'autres jeux ? Je pense pas. Mais voilà, on va déjà s'occuper de notre petit Focult et ce sera déjà énorme pour nous. Et par curiosité, c'est prévu avec Gigamic de l'exporter à l'international ? Ah oui, effectivement, ça c'était une de tes remarques. Pour l'instant, alors oui, dans la francophonie. Pour le reste, non, pas encore. On y travaille. En fait, c'est beaucoup plus difficile. En fait, il y a des jeux qui se traduisent très facilement. Je veux dire, un jeu de dames, c'est facile à transporter à l'étranger. Focult, c'est un peu la merde parce qu'en fait. Nous, il y a des éditeurs qui nous ont proposé ça, un déploiement à l'international, en fait, où on traduit les commentaires et on envoie tel quel aux États-Unis, au Canada, dans la partie anglophone, etc. Et en fait, c'est stupide parce que déjà, les films à l'étranger ne sont pas les mêmes, enfin les films cultes ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, même au sein de la francophonie, ça pose des questions. Il y a des films qui sont cultes au Canada ou en Belgique qui le sont moins en France, quoi. Bon. Mais donc là, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas avec le même esprit, ça c'est certain, que sont rédigés ces commentaires-là. Ce sont peut-être pas les mêmes avis qui feront rire le public américain ou le public anglais, ou voilà. Et c'est là où en fait concrètement, il faudrait vraiment tout reprendre à zéro. Avec peut-être quelqu'un qui est natif et qui soit un peu le garant on va dire ou de l'humour, de l'esprit ou du fiel de ce pays-là, quoi. Mais ça c'est très difficile et pour l'instant on va dire qu'on verra, on s'impose rien là-dessus. Dans The Cinema Show, on finit toujours nos interviews par une question, alors vous allez y avoir le droit. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma qui vous a marqué ou même à la maison ? Alors, moi j'aime bien les vieux films. Moi j'adore les films de Billy Wilder, Ernst Lubitsch. Alors j'ai revu récemment 1, 2, 3 qui m'a beaucoup plu, et en fait ça c'est un de mes grands regrets, c'est que du coup je mets très peu de ces films-là dans Focult parce que déjà il y a aucun avis négatif. Il y en a très peu, ils sont trop vieux et ils sont pas forcément tout public. Mais ouais, moi j'aime bien ces films-là.
Ok, bah c'est noté. On ira jeter un coup d'œil alors. 1, 2, 3. Et peut-être qu'on fera nos avis négatifs à ce moment-là. Vous prenez nos avis. Bah, merci beaucoup Harrison du coup d'avoir accepté cette interview. C'était super intéressant de voir les coulisses de tout ça, sachant que du coup voilà, moi je vous ai connu aussi avec Cannes et que j'étais hyper curieuse d'en savoir plus à partir de votre décor. Donc vous avez travaillé 10 jours à ce moment-là, plus 1 mois et demi, mais c'était pas pour rien. Donc c'est donné du mal, merci. Merci beaucoup et on se retrouve du coup sur avec le jeu. Si vous voulez l'acheter pour les fêtes, il est sur donc, le site internet de Focult. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez écrit une critique négative oui, on veut savoir. Du jeu. Et puis il y aura aussi un jeu concours. Et il y aura aussi un jeu concours. Une petite annonce d'un coup là. Je sais pas, tu me lances des perches alors j'enchaîne. Vas-y. Voilà. Il pourrait y avoir un Focult édition jeu pour le Festival de Cannes. C'est vrai ça, ils font toujours leur petit jeu. Ils donnent des idées. Leur jeu méta. On avait commencé à le faire et on s'est dit qu'on va se faire détester si on débarque à Cannes en plus avec notre joli stand et des critiques acerbes pour tout le monde. Non, on s'était interdit celui-là. C'est vrai que ça met un peu le monde à dos. C'est peut-être pour ça que Festival de Cannes, est-ce que lui-même va... de cinéma, de cinéma, ouais. Ah ouais, bon. Ça serait drôle de vous voir là-bas en vrai. Franchement, j'adorerais. Oui. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a envoyé, là, il y a quelques semaines, on a envoyé un jeu à une douzaine d'acteurs. Ok. Alors là, c'est vraiment des bouteilles à la mer. On l'a fait, bon, de façon un peu hasardée, mais on se dit que ce serait quand même extraordinaire qu'il y ait un acteur qui ait la dérision de jouer sur un film qu'il a participé. On verra bien si ça arrive. Ça, ce serait très chouette. Par curiosité, vous avez envoyé ça à qui ? Oui, des noms. On a envoyé ça à Jean Dujardin, à Gérard Depardieu, Guillaume Canet, les grands noms. Cotillard, Audrey Tautou. Ouais, on s'est dit quitte à y aller, on y va à fond. On verra bien. Vaut mieux. Non, mais c'est bien. On verra bien déjà si ça atterrit quelque part. Bon, et nous, on vous préparera une liste de nos meilleurs avis négatifs sur les films parce que j'ai l'impression que toutes les semaines, on voit que des films de merde. Donc, en tout cas, on a pas mal d'avis négatifs, ça, c'est sûr. Je spoil. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Si je ne m'abuse, toute l'équipe de The Cinema Show a testé le jeu avant l'émission. Simon et moi-même l'avions testé pour Amusez-vous bien plus amplement. On en avait dit du bien, si je me rappelle. Ouais. J'aimerais avoir votre avis. Dans la catégorie jeux de cinéma. Tu veux dire avec les autres qu'on avait ouais. Bon. Quel est votre avis, les autres chroniqueurs, chroniqueuses, rapidement sur le jeu Focult ? Waouh, il y a un blanc. Allez, c'est super. Non, comme tu l'évoquais déjà, pour avoir testé plusieurs jeux de cinéma, celui-là est assez est très addictif. On a envie de faire, enfin en tout cas moi quand j'y joue, de faire plus de cartes, de continuer, etc. Et puis c'est aussi un jeu pas fermé, c'est-à-dire les gens peuvent arriver, se joindre au jeu, essayer, repartir, etc. Exactement, donc, c'est ce qu'on disait dans l'émission. Voilà, c'est pour le coup, je le trouve super efficace et super sympa. En face. Ils ont pas ça vous a plu, ça vous a pas plu Non. Faut venir dans Amusez-vous bien. Hein. Non, moi ça me plaît bien ce genre de jeu qui sur le papier a l'air très simple, mais au final personne ne l'a fait avant et du coup je trouve ça, il y a des commentaires vraiment drôles. Et je trouve que pour passer une petite soirée avec des amis, ça peut être parfait. Et toi, Clara, ça t'a plu ? Tu vas y rejouer ? Oui, c'était sympa. J'ai joué rapidement, ouais. Non, tu vas y rejouer ? Ah là là. Alors, ouais, c'est pas grave. Mais il y en a qui n'auront pas besoin de l'acheter, je crois. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jeu concours. Bien sûr, mais on en reparle à la fin de l'émission. Mais vous allez pouvoir... En tout cas, il y aura aussi un point bonus, une possibilité en plus de gagner le jeu concours, mais je vous en parlerai ça après de Simon. Comme vous pouvez le constater, je suis là, pas au bout de la table. Vous pensiez vraiment que j'allais aussi écrire le quiz ? Non, je suis beaucoup trop feignasse pour ça. J'ai donc laissé ma place à Simon, le papa du concept, cela dit, qui nous a concocté avec Raphaël un quiz, j'en suis sûre, calibré pour ma victoire. C'est parti pour le quiz. The game is on. It's gonna be legendary.
C'est la mienne, moi. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure, que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Les deux équipes qui s'opposeront ce soir, d'un côté on aura Florent et Marie, chef d'équipe obligé, et de l'autre Clara et Gauthier, chef d'équipe. Déjà, c'est quoi le titre de ce quiz aujourd'hui? Avec Florent, nous disions 5 quiz. 5 quiz d'un côté, et vous? On est parti sur la même chose, 5 quiz. 5 quiz. Franchement, je l'ai fait à l'arrache vite fait, j'avais mis chic quiz. Oh putain, c'est lui qu'on n'aurait jamais dit. Elle avait la bonne réponse. Tu l'avais, Clara? Ouais, mais j'ai dit ouais, mais ça fait. Allez, je te le compte pas. 0 point des deux côtés. Dans quelle œuvre, attention, donc musique de film, dans quelle œuvre entend-on cette musique? Suspiria. Non. Call Me By Your Name. Non. Bon, en fait, je l'ai mise. Écoutez. C'est Plan B, She Said, mais... J'avais dit que personne n'aurait... Je m'étais douté que personne n'aurait le titre du film parce que c'était pour un film, mais j'ai accepté le nom de l'artiste. Effectivement, c'est Plan B. Alors, pourquoi j'ai mis cette musique? The Deformation of Strickland Banks, ça c'est le nom du film. C'est une blague. Réalisé par Plan B, et dans lequel on peut entendre cette chanson, She Said. Donc j'ai accepté l'artiste parce que je sais que vous aurez pas le film, mais je voulais la mettre quand même. Merci, parce que la musique s'appelle She Said et le gars s'appelle Plan B. Et Plan B produit le film She Said. Voilà, mais pas Plan B, pas ce mec-là. Hein. Non, la société de Brad Pitt. Donc c'est assez marrant, je crois. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Ouais, moi aussi. Un point pour Marie. Ouais. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi ces propositions. Donc, vrai ou faux, les Oscars ont finalement changé d'avis. Les récompenses de toutes les catégories seront bien filmées pour les prochaines éditions. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, en or ou en bois? Aucune idée. Les Oscars ont finalement changé d'avis. Les récompenses de toutes les catégories seront bien filmées pour les prochaines éditions. Nous on dit faux. Faux et vrai. Et vous avez bien fait de dire vrai. Le PDG de l'Académie a déclaré: nous nous engageons à avoir un show qui célèbre les artisans, les arts et les sciences et la nature collaborative du cinéma, après avoir supprimé les 8 catégories l'an passé. N'importe quoi. Faut pas de la gueule du monde. Vrai ou faux? Alors là, vous allez voir, parce que pour ceux qui ne se rappellent pas de qui c'est, mais le personnage de Martin Freeman dans Black Panther a pendant un temps été une des options pour remplacer Black Panther après la mort de Chadwick Boseman. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui. Enfin, si c'est vrai, c'est pas possible. Non. Faux. Non, c'est faux. C'est faux pour tout le monde. Vous avez raison. Attends, ça aurait été vrai, ça aurait été bizarre. Oui, attends, quand même. Par contre, Joe Robert Cole, le co-scénariste de Wakanda Forever, a expliqué qu'outre Laetitia Wright et son rôle de Shuri, il y a M'Baku, joué par Winston Duke, et Nakia, joué par Lupita Nyong'o, qui avait été envisagé pour reprendre le flambeau. Dernier en or ou en bois. La Cité de la Peur va connaître une suite avec Charlotte Gainsbourg. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est peut-être vrai, mais pas avec elle. Ça c'est toujours dur, ce type de question. Faux. Non. Allez, faux. Vous avez raison, mais alors pourquoi j'ai mis ça? J'étais obligé de le mettre parce que c'était une blague dans le Late d'Alain Chabat sur TF1, et où le film, la suite s'appelait L'Assisté de la Peur, parce que c'était Dominique Farrugia qui jouait le rôle principal. Et vous savez, il est en fauteuil roulant. Ouais, bien sûr. Voilà, 3 points partout. Qui a dit, question de rapidité, qui a dit: si vous analysiez de près la vie de millions de personnes, vous les banniriez. Je déteste la cancel culture, c'est devenu une hystérie, c'est une sorte de chasse aux sorcières et un manque de compréhension. C'est effectivement Helena Bonham Carter qui défendait Johnny Depp. Qui m'a un peu déçu. 4e point pour l'équipe de Marie et Florent. Elle te fait gagner un point quand même. C'est vrai. Alors aujourd'hui, une Sherlock Holmes donc alors il y a un crime comme d'habitude, ça vous rapporte 3 points, c'est un crime entre guillemets, donc il va falloir me retrouver la personnalité celui qui a commis ce crime. Le crime est le suivant: j'ai peur qu'un film dans lequel j'ai joué fasse un flop à cause d'un geste que j'ai commis en début d'année. Chris Hemsworth. Non. J'ai peur qu'un film dans lequel j'ai joué fasse un flop à cause d'un geste que j'ai commis en début d'année. Chris Pratt. Un geste qui a été très commenté. Et oui. Will Smith, 3 points pour l'équipe de Gauthier et Clara qui passe à 6. Will Smith a déclaré dans le podcast Real Blend: ma préoccupation la plus profonde est mon équipe. Antoine Fuqua a fait ce que je pense être le plus grand travail de toute sa carrière. Les gens de cette équipe ont fait certains des meilleurs travaux de toute leur carrière, et mon espoir le plus profond est que mes actions ne les pénalisent pas.
Avant d'entrer dans le quiz spécial, on est à 6 points pour donc Gauthier et Florent, et 4 pour Marie, Gauthier et Clara, et 4 pour Marie et Florent. Je vous fais une question focus pour rentrer dans le quiz spécial. Est-ce que vous allez la voir? Donc la critique est la suivante. Une demi-étoile pour Brad Pitt en jupette. 3. Oui. C'est 3. Et alors pourquoi j'ai choisi ce film-là en particulier? T'as fait un quiz spécial Brad Pitt? Non. T'as fait un quiz spécial jupe? Non, on pense à 3. C'est un quiz que vous avez déjà fait d'ailleurs. C'est une suite d'un quiz. Non, mais c'est une suite d'un quiz. C'est un film 3, en costume. C'est quoi 3? C'est une ville. Un nombre. Oh non, t'as fait une ville française. Les titres avec des noms de villes. Oh putain, la géographie. Donc, oh là là. Voici le quiz spécial du soir. Qui c'est ceux-là? James Sonny Crockett et Ricardo Rico Tubbs. C'est dans un film. C'est aussi dans une série, j'accepte les deux. Quoi? Et alors dedans, il y a le nom d'une ville, bien sûr. La série porte le même nom que le film? Ouais. Sonny et Rico. C'est des flics, si vous voulez. Oui. Sonny et Rico. C'est super, en Floride. Et il y a Michael Mann derrière la caméra. Mais putain, j'en ai aucune idée. Attendez. Vice. Yes, Miami Vice, 2 flics à Miami de Michael Mann. 7ème point. Je sens que c'est des films que j'aurais pas vu du tout, quoi. Une réplique, un film. Dans quel film peut-on entendre cette scène? You know, I'm not sure if it's really his thing. What do you mean it's not really his thing? What's that supposed to mean? It's not really his thing. What the fuck is that supposed to mean? Nothing, Harry. It's a fairy tale fucking town, isn't it? How can a fairy tale town not be somebody's fucking thing? How can all those canals and bridges and cobble streets and those churches and all that beautiful fucking fairy tale stuff, how can that not be somebody's fucking thing, eh? What I think I meant to say was... Is the swan still there? Yeah, wow. The c'est avec Brandon Gleeson et Ralph Fiennes, cette scène d'ailleurs. When he first arrived, he wasn't quite sure about it. Et c'est pas Harry Potter. C'est pas Harry Potter. Vous l'avez pas? The Grand Budapest Hotel. Non. Pierre Raffinès, non. Ça parle d'une ville en fait qui est avec beaucoup de canaux. Ralph Fiennes il dit que c'est une ville de contes de fées dans le film. Il parle de Venise. Non, c'est la Venise du Nord, on l'appelle. Amsterdam. Non. Ah, c'est. Mais ça, je vais vous donner la réponse dans 3. Non, c'est Bon baiser de Bruges, non? T'as de la chance. Oh wow! Bon baiser de Bruges de Martin McDonagh. Voilà, excellent film. La Venise du Nord. C'est la Venise du Nord, mais oui. Oh, chef-d'œuvre de Martin McDonagh, allez le voir si vous l'avez pas vu. Résumé raté maintenant. Alors, apprenti larbin, le héros de ce film est dénué de charisme mais porte une moustache. Son boss Gustave, un concierge. Oui. Je me suis dit putain, elle l'a dit juste avant. Hein. Oui. 7ème point pour l'équipe de Marie et Florent. Vous égalisez. Le jeu des synonymes, donc j'aurais remplacé des mots par des synonymes, hein, par exemple la direction d'une soirée ça serait le sens de la fête, oui. Donc si je vous dis bande de la grande pomme. Gangs of New York. Gangs of New York oui. De Martin Scorsese, elle était bien non? Elle est très bien, elle est très bien. Oh, bon. Bah, va te en plus tu l'as traduit et tout, non c'est pas mal. Donc 8ème point. Non, 8ème point ou j'ai mal compté? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Oh. Merci le Québec. Titre en québécois, faut retrouver le titre original ou français. Los Angeles interdite. Qu'est-ce que c'est que ce film? Avance de Los Angeles. Non. LA Confidential. LA Confidential, wow. C'est ça, bravo. Florent, 9ème point. Là, pour ma question people du jour, donc, je suis allé demander je suis allé demander à un réalisateur de comédie, co-auteur en début d'année de En même temps avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. Je parle bien évidemment de Gustave Kervern, qui nous a donné c'est un vrai people film, qui nous a donné son film préféré avec le nom d'une ville dedans. Oula. Franchement, si vous l'avez, vous gagnez le quiz direct. Je vous le dis. Donc c'est un film de... Vous avez des idées déjà? Mais pas du tout. C'est un film de 1975. Ouais, bon, déjà, on n'était pas nés en fait. C'est un film avec Jean-Pierre Mariel. Oh la vache. Et... Florent, vas-y. Je tente un truc. C'est pas genre les galettes de Pont-Aven. C'est... Bah t'as gagné le quiz hein. Voilà. Florent, bon, on va mais faire t'es la suite. Incroyable. Tu sens tout. On va faire la suite quand mais même. Tu es fou, moi je dis que vous avez gagné. Hein. Je suis content d'être avec lui. Les galettes de Pont-Aven de Joël Seria, qui est donc le film préféré de Gustave Kervern. Avec un titre de ville avec une ville dans le titre du film, bien sûr. Voilà. Wow, bravo à lui et merci à Gustave Kervern de nous avoir dit ça et d'avoir fait gagner le quiz à Florent. Un point. Sacré. Un point. Bah oui. Un point. Allez, 10ème point alors.
Sacré film, je vais vous citer une liste de cinéastes, vous allez me dire si oui ou non ce cinéaste a réalisé un film dans lequel le titre contient le nom d'une ville. Oh purée. Voilà. Donc on va faire un par un comme d'habitude. Florent, Michael Bay, est-ce qu'il en a fait un? Oui. Eh ben non. Ça aurait pu tellement. Francis Weber, oui. Marie, eh ben non. Agnès Varda, Clara. Oui. Oui, et si tu as la ville et le film, je te donne un point en plus. Est-ce que tu l'as? Vous pouvez voir ça ensemble d'ailleurs, en équipe, pour le point bonus. Rapidement. Non, vous l'avez pas? Non. Si, c'est le genre de Varda, non. mais. C'était Jaco de Nantes. Et après, elle avait aussi un documentaire, mais voilà. Steven Spielberg, oui ou non? Oui. Et c'est quoi le film? 3, 2, 1. Non, je l'ai pas. C'était Munich. Ah bah bien sûr. Jonathan Demme. Oui. Et c'est quoi le film? Et alors 3. Il y a Londres, c'est pas Londres? 1. Non, c'est Philadelphia. Ah bah oui. Joachim Trier, Marie. Non. Eh bah si, c'était Oslo un 31 août. Ah oui, c'est vrai. Emmanuel Berco. Non. Si, c'était La fille de Brest. Rebecca Zlotowski. Oui. Eh ben non. Paul Thomas Anderson. Non. Non, tu as raison. Deuxième point pour ça vous. Fait plaisir. James Gray. Oh putain, j'en ai aucune idée. Oui. Et c'est quoi le film? C'est. Allez, j'ai que des noms de films. C'est Little Odessa. Ouais, j'aurais jamais vu. Qui se passe à New York, mais Odessa, c'est une ville. Bien sûr, bien sûr. Fabien Antoniente, Clara. Oh putain. Cinéaste, on parle de cinéaste. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Non. Et Alejandro Inarritu. Est-ce qu'il a fait un. Non. Non, tu as raison. Tu as raison, non, il n'y en a pas. Et. Ah oui, non. Non, non, et non. Bah, et non. Babel, c'est pas une ville? C'est pas une ville. C'est pas une ville, ça va pas ou quoi? Ouais. 13 points pour l'équipe de Florent et Marie et 10 pour l'équipe de Gauthier et Clara. Pas tourné parmi ces acteurs et actrices, lequel ou laquelle n'a pas tourné dans Paris de Cédric Clapiche? Vincent Cassel, François Cluzet, Gilles Lelouch, Juliette Binoche, Fabrice Lucchini. Dans Paris? Dans Paris, on va les voir s'afficher. Je savais même pas que c'était un film qui existait. Un film de Cédric Clapiche. Alors, qui ne joue pas dedans? Vincent Cassel, François Cluzet, Gilles Lelouch, Juliette Binoche ou Fabrice Lucchini? Qu'est-ce que vous me dites? Ah d'accord. Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, Gilles Lelouch, François Cluzet, Vincent Cassel. Qui n'a pas joué dedans? Donnez-moi une réponse. Je te suis. Lelouch. Lelouch. Et pour Clara et Gauthier, vous partez sur qui? Au hasard. Hein. Au hasard, avec Cassel. Et bah le hasard fait bien les choses puisque c'est Vincent Cassel qui ne joue pas dans le film. 13 points à 11, ça me fait trop jurer ce quiz. Casting 5 étoiles, je vous donne le casting d'un film et vous me retrouvez le nom du film le plus rapidement possible. Alors Jeremy Strong, John Krasinski, Anthony Mackie, Anna Murray, Jason Mitchell, Jacob Latimore, Jack Raynor, Will Poulter, John Boyega. Détroit. Détroit de Catherine Bigelow, bonne réponse. Florent, 14e point pour ton équipe. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette chanson? C'est quoi? Ah, c'est Neuilly sa mère? Neuilly sa mère. C'est ça, Neuilly sa mère. Bien sûr. Avec la musique de Faflarage, Magic System et Magem. Tout le monde connaît, bien sûr. Neuilly sa mère. Attends, tu connais pas Neuilly sa mère? J'ai pas vu, j'ai vu que le 2. Alors, on arrive au duel time. Il y a 15 points à 11 pour l'équipe de Marie et Florent. Marie, donc tu vas pouvoir choisir ton thème. Ça va pas changer grand chose à mon talent. Tu gagnes 4 points ou tu en perds 4 en fonction de ta réponse. Les deux thèmes du jour, jamais ou traduction? Jamais. Jamais. Parmi ces villes françaises, laquelle n'a jamais eu le droit d'apparaître dans le titre d'un long métrage? Quiberon, Argenteuil, Dax ou Bolène? Parmi ces villes françaises, laquelle n'a jamais eu le droit d'apparaître dans le titre d'un long métrage? Donc Quiberon, Argenteuil, Dax, Bolène. Dax. Tu nous dis Dax, c'est noté. Maintenant Clara et Gauthier, donc c'est Gauthier qui va répondre et tu as la question traduction. Parmi ces films étrangers, lequel possède aussi le nom d'une ville dans son titre original? Dernier train pour Busan, Les délices de Tokyo, La conspiration du Caire ou Le Mans 66. Parmi ces 4 films, donc il y en a un où il y a vraiment dans son titre original le nom de la ville. Lequel selon toi?
Dernier train pour Busan, Les délices de Tokyo, La conspiration 66. du Caire ou Le Mans 66. C'est noté, on va mettre fin au suspense tout de suite. Non, ce n'est pas Le Mans 66, puisque c'est Ford contre Ferrari, le film original. La conspiration du Caire, c'est Le garçon venant du paradis, et Les délices de Tokyo, ça donne Haricot rouge. Donc c'est Dernier train pour Busan, qui s'appelle Vers Busan en VO. Donc vous descendez à 7. Marie, tu nous as dit Dax. Oui. Bolène. En fait, j'avais que Quiberon, moi. 3 jours à Quiberon. Il y a 3 jours à Quiberon d'Emilie Atef qu'on a reçu la semaine dernière, effectivement. Bolène, il y a Retour à Bolène de Saïd Amish et Dax. Non, me dis pas ça. Il y en a pas, c'est Argenteuil. C'est Argenteuil où il y en a, les jardins d'Argenteuil de Jean-Paul Le Chanois. Donc on espère pour nos amis daxois et daxoises que la ville accueillera le prochain Christopher Nolan ou à défaut le prochain Fabien Ottoniente. Belle victoire de l'équipe de Marie-France. 19 points. Bravo. Et vous avez le droit à des bravos de Dame Dame dans le chat. Merci Dame Dame. Et merci Simon pour ce fabuleux quiz. C'était hyper cool. Merci à Raphaël aussi pour la coécriture. Et j'ai marqué bravo à l'équipe gagnante. Bravo à nous. Bravo à nous. Mais bravo aussi à Gauthier et Clara pour ce match. C'était serré. Avant de conclure, on passe tout de suite à nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs, chroniqueuses et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table. Simon, quel est ton coup de cœur? Je vais rester dans la musique, comme d'habitude, mais bien parce sûr, qu'en ce moment j'ai pas le temps de faire autre chose. Je vais vous parler du dernier album de Stormzy. Qui s'appelle, du coup c'est un rappeur anglais, un prince du grime, ce rap typiquement anglais. L'album c'est This Is What I Mean, et j'avais bien aimé son précédent qui était sorti en 2019 si je me souviens bien, et là il revient en 2022 avec un album encore meilleur que le précédent. À tous les fans de rap, mais pas que, il y a pas mal de compositions au piano, c'est souvent piano-voix, tout ça, et ça fonctionne super bien. Allez-y, j'adore. Super, merci Simon pour cette reco. Clara, quelle est ta reco de la semaine? Alors moi, ma reco de la semaine, c'est un film, c'est le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le voir, parce que Sofia Coppola c'est l'une des réalisatrices que j'adore. Dès que je me tourne vers elle, je sais que je vais pas être déçue, et là c'était encore un coup de cœur, et c'est hyper rafraîchissant toujours de voir ces films avec une perspective sur un personnage historique complètement nouvelle, comme à chaque fois qu'elle réalise quelque chose. J'aime beaucoup, je recommande. Super, on vous recommande d'aller le voir. Gauthier, ta reco? Moi je parle du livre All About Soul Letter. J'en ai jamais parlé ici, mais je suis un très grand fan de photographie, et c'est tout simplement mes photographes préférés. Il a une manière de composer ses plans, que ce soit avec la couleur ou même de créer des cadres dans le cadre, de créer instinctivement des scénettes que je trouve magnifiques. Et voilà, si vous voulez vous tourner un peu à la photographie, regardez les travaux de Soul Letter. Super, c'est noté. Florent, ta reco? Alors ma reco, c'est la chaîne YouTube Étienne et Antoine, donc c'est Étienne For You et Antoine Piombino qui ont réservé le 30 juin le Trianon pour jouer le 30 juin, mais ils n'ont rien. Ils doivent construire un spectacle de stand-up pour le 30 juin, et donc c'est chaque épisode raconte leur progression là-dedans, d'écrire au fur et à mesure, de se prendre des gros bides. Il y a des humoristes qui interviennent aussi dans cette série, on peut notamment citer Fanny Rué qui vient leur donner des conseils, qui vient un peu les coacher. Ça paraît très difficile, c'est super bien filmé, super bien monté, c'est vraiment super à regarder, donc je vous conseille cette chaîne. Super, on ira voir ça. Moi pour ma part, Florent, tu parlais de conseiller des classiques, que ça paraissait bizarre, mais c'est ce que je vais faire aussi cette fois-ci. Je conseille l'œuvre de Tchaïkovski, c'est parce qu'en fait elle est pas si énorme. Surtout ces ballets, parce que j'étais voir Casse-Noisette ce week-end, le ballet au Quorum, c'était magnifique. C'est vrai? T'as trouvé ça magnifique? C'est incroyable. C'était magnifique, voilà. Et il repasse le Lac des Cygnes au Quorum à Montpellier en avril ou en mars, je ne sais plus. Donc je vous conseille d'aller voir ce spectacle qui est assez incroyable. Et donc toute l'œuvre de Tchaïkovski est assez magnifique, évidemment. Et on n'oublie pas aussi notre superbe concours de Noël en partenariat avec Amusez-vous bien et Focult. Nous vous permettons de gagner 2 exemplaires du jeu. De mettre le visuel d'ailleurs. Créé par Marion et Harrison. C'est pas grave. Donc des jeux tout beau tout chaud pour mettre sous le sapin de Noël. Pour cela, rien de plus simple. Vous retrouvez toutes les conditions sur nos posts Instagram dédiés. Pas besoin d'appeler le Père Noël. On se charge de tout. Simon, tu voulais rajouter? Ouais, il y a une chance supplémentaire pour voir s'il y a des gens qui écoutent vraiment l'émission et qui veulent jouer. Vous nous envoyez un MP sur Instagram, Yadra Gauthier. Ça voudra dire que vous allez avoir une chance supplémentaire. Yadra Gauthier, voilà. Et c'est parfait. Si vous voulez des superbes cadeaux de Noël, c'est le moment de jouer. Merci du conseil.
À toi. L'émission touche à sa fin. Il y a Dragotier. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça, Simon. L'émission touche à sa fin. Merci aux chroniqueuses et chroniqueurs du soir de m'avoir supporté et soutenu pendant cette émission. Merci à Clara, Gauthier, Florent et Simon, bien évidemment, de m'avoir accompagné durant cette aventure et d'avoir cru en moi. Je m'entraîne pour le jour où j'aurai un Oscar. Chaleureux remerciements aussi à la technique avec, je le rappelle, cette semaine, Alexandre à la vidéo et Cédric à la régie. Merci aussi à Alexandre Delcros d'avoir répondu à nos questions sur le jeu de société cinéphile co-créé avec sa compagne Marion, Faux Culte. Merci à Gaël et Simon d'avoir leadé cette interview, à John pour ses interventions, à Antoine de l'avoir filmé et à Lily de l'avoir réalisé. Je remercie en dernier mes plus fidèles amis cinéphiles, Dame et Véro, qui ont été au rendez-vous alors même que je les ai lâchés sur le quiz. Merci à vous. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, Florent sera aux commandes de l'émission avec 3 longs métrages, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, Violent Night de Tommy Wirkola et Le Torrent d'Anne Leni. Samedi dernier, la 10e édition de la Star Academy prenait fin, dévoilant sa grande gagnante, Anisha. Pour rendre hommage à ce télécrochet que j'aime tant, laissons le château refermer ses portes en écoutant l'hymne de cette année, Ne partez pas sans moi, une chanson que Céline Dion a interprétée en 88 pour représenter la Suisse sur la scène d'une émission que j'affectionne aussi particulièrement, l'Eurovision. Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai été ravie de passer 1h30 en votre grandiose compagnie. Bonne semaine à vous et prenez soin de vous. The Cinéma Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. Vous qui cherchez l'étoile, qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous, donnez-moi ma chance. Les nouveaux poètes, vous, les oiseaux magiques, vous allez peut-être trouver